Et bonjour à tous, bienvenue dans le talk de France Info. Vous êtes déjà nombreux sur le live sur Twitch. On est aussi en live sur TikTok pour 2 heures de stream. Salut Silmaurine qui est là, on a The Gentleman aussi, Arch Carrière qui est là, Nietsap45, salut. Et Lucas Strange qui vient de nous dire bonjour. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, pour ce talk de France Info, on va rentrer dans le dur. On va aborder des sujets scientifiques, et ça fait déjà rigoler mes invités, des sujets techniques, mais pas d'inquiétude, justement, on a les bonnes personnes pour en parler clairement. Dans un premier temps, on va parler nucléaire. Alors, on a déjà un petit peu parlé nucléaire, hein, pour ceux qui étaient là pendant le live d'hier, mais on va pas parler que de l'Iran, on va parler de l'arme atomique en général. Comment est-ce qu'on fabrique une bombe atomique? Pourquoi certains y ont droit et pas d'autres? À quoi ressemble la bombe du futur? Alors dit comme ça, c'est très nucléaire militaire, hein, pour ceux qui s'y connaissent un peu, mais on va aussi parler du nucléaire civil, celui qui sert à produire de l'énergie, de l'électricité. On va voir comment ces deux sphères, civile et militaire, s'influencent. Si elles s'influencent, on va discuter de tout ça avec nos invités jusqu'à 18 h. Et puis ensuite, on va un peu prendre de la hauteur. Bonne blague, direction le salon du Bourget qui a donc démarré ce lundi, un des salons les plus importants au monde, hein, dans le secteur de l'aéronautique. On compte quelques 2400 exposants, 48 pays. L'occasion pour la bataille traditionnelle, hein, entre les constructeurs Airbus et Boeing. Mais dans le contexte actuel, on va aussi parler drones, avions de chasse. Bref, on va parler guerre au cœur de ce salon du Bourget. Et là aussi, ça va nous donner peut-être une petite idée de ce à quoi va pouvoir ressembler la guerre de demain. Mais tout ça, ce sera à partir de 18 h jusqu'à 19 h pour l'heure. On va parler avec mes invités course à l'arme nucléaire. Alors, cette course, elle concerne ceux qui ne disposent pas de la dite arme. Et cette course, elle est revenue dans l'actualité avec la guerre qui est en cours, hein, entre l'Iran et Israël. Mais cette course, elle existe aussi pour ceux qui ont déjà un arsenal atomique. Alors on va essayer de faire un peu un état des lieux, de voir les perspectives du nucléaire en cette fin d'après-midi. Et pour ce faire, nous avons avec nous Ludovic Dupin. Bonsoir Ludovic, directeur de l'information de la Société française d'énergie nucléaire. À tes côtés, Emmanuel Galichet. Bonsoir Emmanuel, enseignante-chercheur en sciences et technologies nucléaires. Et puis enfin Yves Marignac. Bonsoir Yves, chef du pôle énergie nucléaire et fossile de l'Institut Négawatt, également référent méthodologique et porte-parole de cette même association Négawatt. J'ai rien oublié? Je suis au Conservatoire national des arts et métiers. Emmanuel Galichet au Conservatoire national des arts et métiers. J'ai oublié de vous préciser une petite chose, vous avez des micros à côté de vous. Voilà, n'hésitez pas à parler bien droit dedans, ce sont des micros directionnels pour que le chat vous entende bien. Je voulais commencer avec une petite question. Je parlais de la bombe atomique, tout ça. On en entend beaucoup parler, mais alors concrètement, pour rentrer un peu dans le dur, je connais à peu près par cœur la recette du brownie. C'est quoi la recette d'une bombe atomique? Avec quoi on fabrique une bombe atomique? Emmanuel. Je me lance. Eh bien, il y a plusieurs choses dans une bombe atomique. Il y a d'abord la tête, ce qu'on appelle nous des têtes nucléaires, hein, et ensuite il y a un vecteur pour l'emmener à l'endroit où vous voulez la déposer. Donc la tête nucléaire ou la bombe nucléaire, elle se fait avec de la matière fissile, donc en général soit de l'uranium 235, soit du plutonium 239. Ce sont deux noyaux qui cassent sous l'effet lorsqu'ils rencontrent des neutrons. Un petit peu énergétique, mais quand ils rencontrent des neutrons. Donc il y a une réaction nucléaire de fission, et dans la bombe nucléaire, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse diverger, c'est-à-dire on laisse tous les neutrons aller rencontrer tous les noyaux d'uranium 235 dans un tout petit volume, et donc beaucoup d'émissions d'énergie, évidemment, et à un moment donné, eh bien, ça pète. Donc c'est ça l'idée, on a de la matière, mais bien sûr pas de la matière comme ça toute seule dans l'air. Il faut ce qu'on dit faire une militarisation de cette matière, c'est-à-dire déjà en mettre donc passer, quand on l'enrichit, du gaz à une matière métallique, et puis ensuite on a une coque, on a plein de choses pour faire une vraie bombe. Il faut permettre l'explosion. Et donc ça, c'est les 3 étapes. Le vecteur, ça peut être soit un bombardier, soit un missile qui porte ces têtes, qui est transporteur de ces têtes nucléaires. Voilà à peu près, en gros, les 3 étapes d'une bombe. Oui, peut-être un complément, parce que ça, l'uranium ou le plutonium, c'est effectivement le composant
des bombes nucléaires A, les bombes atomiques. Les premières qui ont été développées. On a par la suite développé ce qu'on appelle les bombes H à hydrogène, qui vont, elles, s'appuyer non pas sur la fission, mais sur la fusion à partir d'atomes, d'isotopes radioactifs de l'hydrogène. Et donc la fusion, c'est la réaction inverse de la fission, c'est-à-dire au lieu de casser des atomes, on les fait fusionner. Ça libère encore plus d'énergie, et donc ces bombages sont encore plus puissantes. Et la subtilité, c'est que les bombages ont besoin pour que la réaction de fusion se fasse, en fait, d'une étincelle. Oui, plus que ça, c'est d'un confinement, c'est-à-dire qu'il faut que la matière soit comprimée, et elle est comprimée par une explosion de bombe A. Donc on a dans les bombages besoin d'uranium, plutôt de plutonium d'ailleurs. Il y a 2 étages. Voilà. Okay. Et après il y a encore d'autres formes de bombes encore plus complexes, mais déjà bombe A et bombage, c'est l'essentiel de l'arsenal actuel. Et Ludovic, vous voulez rajouter quelque chose? C'est pas obligé. Non, effectivement, on est sur des technologies qui sont extrêmement dures à maîtriser parce que bien confiner ces matières pour libérer l'énergie de manière concentrée, c'est extrêmement difficile. Et on est sur des niveaux d'enrichissement de la matière, de ces isotopes dont parlait Emmanuel, qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on va trouver dans les centrales nucléaires. On n'est pas du tout sur les mêmes niveaux d'enrichissement ou de pureté isotopique, pour utiliser un mot un peu technique. On est vraiment sur une technologie qui est difficile à maîtriser. Et aujourd'hui, il n'y a que 5 pays qui sont dotés officiellement. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. 4 pays qui ne le sont pas officiellement, mais tout le monde le sait. Et comme vous dites, plusieurs pays qui aimeraient l'avoir. On va revenir parce qu'il y a une question dans le chat sur justement la fusion, fission et puis notamment aussi dans l'énergie, dans le nucléaire civil. Je vais juste revenir sur la militarisation, ce qu'on disait du composant, donc l'enrichissement, si je ne dis pas de bêtises, c'est de ça qu'on parle. Ça fait partie de la militarisation, effectivement. Concrètement, parce que justement, si on revient à l'actualité, on a beaucoup parlé des usines d'enrichissement, pour reprendre l'exemple de l'Iran, des usines d'enrichissement d'uranium, des stocks d'uranium enrichi à 60%. Concrètement, de l'uranium enrichi, qu'est-ce que c'est et comment on fait? Je me lance là-dessus. Allez. Pardon, ça fait un peu un terreau, mais c'est vraiment l'idée, c'est d'expliquer pour qu'on comprenne. On va pouvoir compléter les réponses au fur et à mesure, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à répondre. On va pouvoir se rattraper les uns les autres, je pense. C'est l'idée. Dans la nature, l'uranium est très peu concentré en isotope 235. Il est concentré à 0,7%. Pour faire de la matière nucléaire civile, il va falloir le concentrer déjà entre 3 et 5%. Un peu plus éventuellement pour certains réacteurs, mais dans les réacteurs français, par exemple, c'est entre 3 et 5%. Donc pour ça, il va falloir qu'on récupère le maximum d'isotopes d'uranium 235, qu'on les mette ensemble pour avoir de la matière qui est enrichie. Donc c'est ça, en fait. Enrichir la matière, c'est avoir de plus en plus d'isotopes d'uranium 235 dans la matière, passer de 0,7% à 3,5, 4, 5%. Ensuite, on va pouvoir atteindre dans certains réacteurs 20% de matière enrichie. Et au-delà de ça, il n'y a pas tellement d'applications civiles. Aujourd'hui, en Iran, on voit qu'ils ont de la matière enrichie à plus de 20%. Ils ont, selon l'AIEA, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, ils auraient un peu plus de 250 kg, 247 kg, je crois, d'uranium enrichi à 60%. Alors 60%, ça n'a aucun intérêt pour le civil, mais ce n'est pas suffisant pour le nucléaire. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de chemin qui est en cours. Donc c'est ça qu'on appelle l'enrichissement. Et comment on fait ça? On fait ça avec des centrifugeuses, c'est-à-dire des machines tournantes. Imaginez un panier à salade hyper technologique qui tourne et qui va séparer les isotopes selon leur poids. Alors imaginez que la différence de poids entre un isotope 238 de l'uranium et 235, c'est infinitésimal. Donc c'est des cascades de centaines, de dizaines de centrifugeuses qui vont permettre peu à peu d'enrichir la matière. Et ce qui est très intéressant, c'est que passer de 0,7% à 5%, c'est très difficile. Par contre, plus l'enrichissement monte, plus c'est facile. Donc passer de 0,7 à 5, ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Par contre, passer de 20 à 30, puis de 30 à 50, puis de 50 à 70, c'est de plus en plus facile. Il y a de moins en moins d'uranium 238, voilà. Donc c'est beaucoup plus facile. Oui, donc en accumulant un stock à 60%, l'Iran a clairement envoyé un signal, tout en prétendant que c'était pour des usages civils. Et effectivement, on peut prétendre que c'est pour des usages en réacteurs de recherche, etc. Mais ça ne tient pas vraiment... Non, parce que l'AIEA a demandé à ce qu'on convertisse. Parce qu'effectivement, dans les années 60, il y avait des réacteurs de recherche qui étaient à 99%.
hein. Ah oui. Oui, qui avait des cœurs à 99% d'uranium-235. Mais depuis les années 80-90, l'AIEA a bien... il y a eu un traité, vraiment une résolution de l'AIEA qui dit qu'on convertit tous les réacteurs de recherche qui étaient à 90 à 20%. Les États-Unis, notamment, ont Absolument. mené un grand programme, puisqu'ils étaient souvent, Voilà. en tout cas dans le monde occidental, les fournisseurs de ces fameux ces trigas. qui sont des petites quantités hein, pour Ouais, c'est des minuscule. réacteurs de recherche, mais de cet uranium extrêmement enrichi. Et ils ont mené un programme pour le reprendre et fournir en échange des quantités d'uranium moins enrichi. Mais à 60%, on est très près de 80%, qui est à peu près le seuil à partir duquel vous pouvez envisager des utilisations militaires, et très près aussi de 90%, qui est le seuil d'enrichissement qui est considéré par les militaires pour effectivement des bombes atomiques. Absolument. Alors, ce qui ne veut pas dire que la bombe était prête demain, parce qu'une fois qu'on atteint un enregistrement de 80-90, il faut encore, comme disait Emmanuel, fabriquer la machine, ce qui est encore une autre étape. Mais voilà, on était plus près de la fin, quoi. Oui, parce que en fait, une fois qu'on a la matière, elle est certes radioactive, et donc il faut prendre des précautions dans son utilisation, mais elle n'est pas très radioactive par rapport à ce qui sort en déchets d'un réacteur nucléaire. Donc elle reste relativement facile à manipuler sous l'angle radiologique. Et après, c'est de la métallurgie. Voilà, et donc, typiquement, il y a par exemple des expériences qui ont été menées aux États-Unis qui montrent, alors j'ai pas connaissance pour l'uranium, mais en tout cas pour les bombes au plutonium, mais avec la même technologie, qui montrent qu'en gros, il suffit d'une installation de la taille d'un garage pour faire les opérations métallurgiques de fabrication d'une ogive nucléaire. Évidemment, la partie la plus sensible et la plus difficile, et donc celle qui fait l'objet des contrôles, des vérifications, et c'est au cœur de la discussion et de la tension en Iran, c'est la partie enrichissement, ou pour le plutonium, la partie retraitement. D'ailleurs, j'en profite juste de cette partie centrifugation, enrichissement. La France fait partie des pays qui savent enrichir l'uranium. On a une très grande installation de centrifugation à Georges de Besse 2. C'est un centre industriel opéré par Orano. Effectivement, nos auditeurs peuvent aller voir. C'est des installations très très grosses, très protégées. Effectivement, on n'y rentre pas comme ça. On ne peut pas filmer les machines. Enfin, c'est des choses très secrètes, très compliquées. C'est vraiment une installation très intéressante. En fait, il y a eu un moment dans l'histoire lorsque l'Inde a fait son premier essai, Little Buddha. Là, le monde s'est rendu compte que effectivement la matière nucléaire était quelque chose qu'il fallait surveiller. Et depuis ce temps-là, donc ça doit être 1974 si je ne dis pas de bêtises, c'est ça ? Je crois. Yes. Je l'ai pas. Hein, donc non, parce qu'après, nos C'est auditeurs, au milieu des années 70. voilà. Là, il a commencé à y avoir une vraie réglementation sur la surveillance de la matière, etc., etc. L'AIEA a été vraiment le chef d'orchestre de toute cette surveillance. Et il faut vraiment le dire parce que il y a quand même peu d'industries finalement qui a une telle surveillance. Même sur ces équipements et sur la matière, parce que c'est pas que la matière, ils font attention même aux équipements comme les centrifugeuses, l'industrie de la fabrication de la centrifugeuse est extrêmement surveillée, surtout qu'après il y a quand même eu l'épisode du monsieur pakistanais qui est allé piquer les plans hein, quand même, et pour les donner à l'Iran justement, hein. Donc tout ça est aujourd'hui extrêmement surveillé. Je crois qu'Yves, vous êtes oui, parce qu'on peut, on peut voir ça vraiment de deux façons. Le premier point, c'est que la prise de conscience, elle a commencé plus tôt. En fait, le nucléaire a commencé par le militaire. Il faut toujours se rappeler ça, hein, après la Deuxième Guerre mondiale. La propulsion d'abord. Alors, en même temps, en fait, c'est à la fois l'accession à la bombe. On va malheureusement commémorer dans très peu de temps maintenant le 80e anniversaire de Hiroshima et Nagasaki. Et c'est en même temps la propulsion. Effectivement, on a parlé jusqu'ici que des matières, mais il y a aussi la question des réacteurs qui sont utilisés notamment dans les sous-marins qui portent certains des missiles, etc. Et donc la technologie des réacteurs, en particulier des réacteurs à eau pressurisée comme les nôtres, est aussi clé. En fait, dès les années 50, il y a en 53, Eisenhower, le président américain, fait un grand discours Atoms for Peace où il dit il faut absolument qu'on arrive à
développer le nucléaire civil en empêchant la prolifération militaire. De là naît l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, en 56, et c'est dès 68 et entré en vigueur en 70 qu'on a le traité de non-prolifération nucléaire. Donc il vient, en fait, les obligations qui viennent, elles commencent avant les essais de l'Inde, etc. Mais effectivement, ce qui vient ensuite, ce qui se met progressivement en place, c'est tout ce qu'on appelle le système des safeguards ou garanties, donc les contrôles que mène notamment l'AIEA et auxquels les différents États doivent se soumettre. Et c'est cette histoire-là qu'on peut regarder de deux façons, puisque effectivement, on peut dire il y a un contrôle très important et l'industrie nucléaire est, de par ce risque de prolifération, effectivement, l'énergie la plus contrôlée et la plus difficile d'une certaine manière à partager dans le monde. Mais on peut aussi noter que l'Inde, puis le Pakistan, puis Israël, puis la Corée du Nord et temporairement l'Afrique du Sud ont acquis la bombe en dehors de ce système de vérification qui a donc montré, en tout cas à plusieurs reprises, ses limites. Ils l'ont pas signé quand même. Ouais, c'est ça. En fait, ils sont obligés de respecter un traité, le TNP, donc le traité de non-prolifération, mais c'est l'écueil du droit international. On est obligé de le respecter si on l'a ratifié, si on l'a signé. Mais vraiment, il ne faut pas le sous-valoriser, ce TNP, parce que la soumission des pays signataires à l'AIEA est très forte. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de signer un papier et de s'engager à le faire et d'accepter quelques visites d'opérateurs. C'est-à-dire qu'il y a dans les installations nucléaires des pays signataires, y compris en France, il y a des caméras de l'AIEA qui filment en permanence des endroits. Il y a des portes scellées qui, si elles sont ouvertes, envoient un message à Vienne, donc au centre déjà pour dire cette porte a été ouverte. Il y a des références matières. C'est quelque chose qui est très engageant. Et justement, quand l'Iran a commencé à faire sauter certains de ces outils de surveillance devant des caméras, l'AIEA a commencé à faire oula, là il se passe quelque chose, il faut que ça s'arrête. Mais c'est pas vraiment juste un papier, on s'engage moralement à faire quelque chose de bien, c'est en permanence des yeux qui filment toutes vos usines. Donc ça veut dire signer le traité, ça veut dire ouvrir, justement, donner les moyens à l'AIEA d'avoir ces caméras, d'avoir ce regard permanent. Et une petite remarque auquel on ne pense pas du tout, les établissements de formation sont aussi soumis au protocole additionnel du TNP. Moi, toutes les années, je déclare mes élèves qui n'auraient pas une nationalité européenne et qui seraient de pays qui sont potentiellement qui ont un potentiel de nucléarisation militaire. Donc c'est quelque chose, on va jusqu'aux compétences. D'accord ? Parce qu'il pourrait y avoir des pays qui envoient en France, en Angleterre, aux États-Unis, dans les pays nucléaires, des cohortes d'étudiants pour aller justement, par exemple, étudier la physique nucléaire. Donc ça, c'est même cela, l'AIEA le surveille. Plusieurs questions dans le chat, si vous le permettez, on va faire un peu le tour. On va revenir un petit peu en arrière par rapport à ce dont on parlait. JKK qui nous demande, l'Iran a déjà le vecteur, non, il reste juste à faire la charge. Je ne comprends pas cette question, j'espère que vous la comprenez. C'est le missile, oui, voilà, effectivement. Est-ce qu'ils ont le vecteur, donc c'est le ça missile, qu'il entend par vecteur. Il semble qu'effectivement, ils aient un missile qui est capable d'emporter une charge nucléaire. Okay. Donc oui, il est largement probable qu'ils aient ce missile. Et effectivement, la partie du milieu, là, on n'a pas d'informations officielles de cela. En revanche, a priori, alors... Dans la logique de dissuasion nucléaire et d'armement nucléaire, on parle souvent, ou on parlait en tout cas, de la triade, c'est-à-dire le fait d'être capable de disposer de vecteurs à base terrestre, donc des missiles comme c'est le cas de l'Iran, à base aérienne avec des bombardiers et à base navale, en l'occurrence avec des sous-marins. Alors certains pays comme la France ont renoncé à la dimension terrestre, mais... a priori, l'Iran n'a comme vecteur que des missiles aujourd'hui. Et en fait, la raison d'être de la triade, dans la logique de dissuasion, c'est justement de ne pas être vulnérable en n'ayant qu'un seul moyen de lancement. Et le conflit actuel fait d'une certaine manière la démonstration de cette vulnérabilité. Voilà. Pourquoi en France, on a renoncé à la voie terrestre ? Ça coûte quand même très cher. On était dans une période de paix.
Et donc, on est aussi en France sur une doctrine de dissuasion de la stricte suffisance. Ça veut dire qu'on ne va pas chercher plus d'armes et plus de vecteurs qu'il ne faut pour montrer au monde qu'on ne se laissera pas faire. Donc c'est bien ça la dissuasion. Et donc les deux étaient suffisants, et en particulier celui qui est vraiment absolument central, c'est le sous-marin, le SNLE, qui permet en fait d'être complètement immergé quelque part dans les océans sur la planète, et qui est complètement indétectable. Et qui a à bord un certain nombre d'ogives, on va pas dire le nombre, un certain nombre d'ogives qui permet d'atteindre toutes les capitales du monde. Donc en fait, je dirais que vraiment, c'est le point central. Et puis ensuite, nous avons évidemment les avions qui peuvent porter également la bombe plus loin ou au moins loin. Mais avec ces deux composantes de la triade, on s'est dit que ça suffisait. Juste un rebond par rapport au sous-marin. J'évoquais tout à l'heure la propulsion nucléaire. Justement, la propulsion nucléaire de ces sous-marins, elle peut être clé à la fois pour leur discrétion et pour leur autonomie qui leur permet de faire des missions très longues et donc de se projeter à partir de bases françaises dans différentes... et donc il faut bien savoir... Sur le même sujet, je voulais pas trop, c'est que la France a une compétence assez incroyable sur les réacteurs de propulsion sous-marin. Imaginez un réacteur nucléaire dans un sous-marin qui peut être penché à 45%, à 40 degrés, comme ça, qui fonctionne toujours, puis faire des stop and go. Oui. C'est des machines extrêmement résistantes, et notamment les États-Unis et la France ont des compétences avec en France Naval Group et Technic Atom assez incroyables en propulsion nucléaire navale. Alors c'est des réacteurs qui coûtent très cher. Si vous voulez faire l'électricité avec, l'électricité vous allez la payer extrêmement cher, mais ils ont une résilience, une capacité, une durabilité qui est incomparable. Et depuis 1972, il y a toujours au moins un sous-marin SNLE quelque part dans un des océans du monde. D'accord. Donc la France est toujours en protection totale par la Marine nationale. Je continue avec mes questions parce qu'en plus elles s'accumulent. Donc c'est bavard en plus. Non, mais c'est super chouette qu'il y ait autant de questions. Donc tant qu'à faire, si on peut essayer d'y répondre, c'est chouette. Syscom qui nous demande comment détruirait-on les têtes nucléaires si les États qui possèdent l'arme nucléaire acceptaient de l'abandonner? Il y a plusieurs sujets dans cette question. À la fois techniquement, effectivement, comment est-ce qu'on détruit une ogive nucléaire, voilà. Et puis après, il y a cette histoire de dénucléarisation. On entend un peu parler. Bon. Il y a plusieurs pistes. Il y a plein de choses qui seraient possibles parce que c'est une matière qui est assez intéressante. On peut s'en resservir pour faire beaucoup de choses. De la matière hautement enrichie. Il y a eu un programme intéressant dans les années 2010, je crois. Vous me corrigerez si vous l'avez en tête, qui s'appelait MOX for Peace, au moment où les Américains ont voulu abaisser leur oui, ça a déjà été fait, nombre d'armes nucléaires. Ça a été fait déjà, de se débarrasser d'armes. Récupérer du plutonium militaire qui retravaillé, qui remélangé pour en faire du combustible nucléaire civil. Donc ça s'appelait MOX for Peace. Voilà, c'est une matière nucléaire à base d'uranium et de plutonium. Voilà, c'est une manière de le faire. Ça n'a pas fonctionné. Non, parce que c'était pas très rentable au final, mais il y a plein de matières de valoriser cette matière. Le chiffre qu'on peut donner d'abord, c'est que de mémoire, on a atteint au pic de la guerre froide environ 70 000 ogives nucléaires dans le monde. Et aujourd'hui, on est à moins de 12 000. Donc, il y a déjà eu un désarmement considérable. C'est notamment les accords qui ont été passés dans le cadre du dégel entre l'Union soviétique, puis la Russie et les États-Unis. Il faut pondérer le nombre par la sophistication et la taille de chaque ogive. Mais on a fait ce désarmement. Après, techniquement, le désarmement lui-même, c'est relativement facile. C'est des opérations, c'est les opérations de démontage et de métallurgie inverse de celles qu'on décrivait tout à l'heure. Et ensuite, effectivement, la question, c'est le devenir de ces matières, qui est une préoccupation en soi, parce que tant qu'elles restent aussi enrichies qu'elles l'étaient dans les armes nucléaires, eh bien, elles sont justement un risque de prolifération, puisque leur détournement à des fins militaires reste, disons, c'est réversible de les réemployer militairement. Donc l'enjeu, c'est effectivement de les ramener, soit de les traiter comme déchets, soit de les ramener à une utilisation civile. Et il y a eu notamment une tentative, en fait, dans le cadre des accords entre la Russie et les États-Unis, il y avait cette volonté
En fait, initialement, l'accord s'appelait Dual Track, et il y avait la moitié qui devait être traitée comme déchet, la moitié qui devait être réutilisée. Il n'y a eu aucune suite, à ma connaissance, côté soviétique puis russe. Côté américain, il y a eu effectivement une tentative de faire du MOX, donc d'un combustible mélangeant du plutonium issu de ces bombes et de l'uranium appauvri pour pouvoir être utilisé dans des réacteurs civils. Les États-Unis ont notamment fait fabriquer quelques assemblages qui sont venus faire fabriquer en France, à Cadarache, qu'ils ont chargé dans un réacteur aux États-Unis, et les essais n'ont pas été concluants. Par ailleurs, En fait, pas Orano, c'était Areva, je crois encore à l'époque, Ouais, a ça, lancé la construction d'une usine aux États-Unis pour fabriquer du MOX en grande série, qui n'a pas pu être terminée et qui aujourd'hui, dans le projet, a été abandonné, en tout cas par l'administration précédente. Donc voilà, cette voie de réutilisation a été abandonnée, ce qui laisse comme voie opérationnelle l'élimination comme déchet, avec toutes les difficultés que ça pose, qui sont communes à l'ensemble des déchets radioactifs. C'est une situation qui pourrait changer, parce qu'effectivement, si les Américains avaient demandé à la France de faire cette création de MOX, cette réarrangement de la matière, c'est parce qu'ils ne faisaient pas de recyclage, ils recyclaient pas, ils n'avaient pas d'équipement industriel pour faire ça. C'est ce qu'on appelle la doctrine Carter, qui vient d'être levée. Donc il faut voir si ça tiendra dans longtemps, parce que les mesures de Trump, elles valent ce qu'elles vaut, mais cette mesure a été levée. Donc c'est possible que les Américains commencent à s'équiper d'équipements industriels comparables à ce qui existe en France, justement, où ils pourront faire ce type de traitement. Oui. Et à l'époque, ça n'a pas marché, entre autres, parce qu'il fallait qu'ils fassent appel à des tiers. En l'occurrence, c'était la France. Et puis ça avait un coût. Ça avait avait un coût énorme. De l'Atlantique, Voilà, qui était, et on sait très bien qu'à un certain moment, quand même, les USA ont arrêté le nucléaire, même civil, parce que ça coûtait trop cher par rapport à la profusion de gaz qu'ils avaient sur leur sol. Mais pour revenir là-dessus, effectivement, ça a déjà été utilisé, donc de pouvoir retravailler cette matière. Deux, il faut se rappeler aussi qu'en 2015, dans le JCPOA, l'accord entre l'Iran et les Européens et les États-Unis, allemands, donc anglais, bon bref, les P5 plus 1, P5 plus 1, on va dire ça comme ça, l'accord de Vienne, plus, voilà. Bon, ils avaient exigé justement déjà de l'Iran de rediluer la matière enrichie qu'ils avaient déjà. Donc c'est possible de revenir en arrière sans aucun problème. D'ailleurs, en France, nous ne produisons plus de plutonium pour maintenir nos armes. Nous recyclons le plutonium, puisqu'on a aussi, lors de l'arrêt de la troisième triade, on a aussi arrêté nos installations de production de plutonium et d'uranium enrichi. Donc on recycle déjà, nous, nos armes de cette manière-là, parce qu'il faut savoir que le plutonium 239, il a une durée de vie, à peu près 24 000 ans, et l'uranium 235, un petit peu plus, mais donc il faut les maintenir, c'est-à-dire qu'il faut recharger. Donc il faut toujours pareil, on reprend la matière et on la retravaille pour qu'elle soit à nouveau efficace. Donc finalement c'est de la haute technologie, on est bien d'accord. Tous les pays sont pas capables de le faire. En tout cas nous en France on sait le faire et c'est possible. Autre question, et on va sur un autre thème. Sean Penn BZH qui nous demande: le nucléaire militaire pourrait-il subvenir sans le nucléaire civil? Ça aborde justement le lien entre les deux. Alors ça, c'est une question qui est très importante, très bonne question. Très bonne question. En fait, c'est vraiment l'inverse. Le nucléaire civil est toujours apparu après le nucléaire militaire dans les pays dotés. Dans les 5 pays dotés officiellement, mais y compris dans d'autres pays, c'est d'abord le nucléaire militaire qui est apparu et des transferts de compétences vers le nucléaire civil, c'est le cas en France, aux États-Unis, en Chine, en Russie, etc. Et il y a peu de technologies du nucléaire civil qui sont transposables en fait dans le nucléaire militaire. Il y en a quelques-unes, comme l'enrichissement, comme les compétences des ingénieurs, etc. Certains types de réacteurs. Exactement. Quelques réacteurs permettent effectivement d'enrichir la matière sur les qualités militaires, mais par exemple les réacteurs nucléaires français, les REP à eau légère, ne permettent pas du tout de faire de la matière utilisable dans des bombes ou des H ou A. Ça ne marche pas. Pareil pour le parc de réacteurs américains. Il y en avait avant. Les vieux réacteurs graphite gaz français permettaient de faire ça, mais ils sont tous arrêtés. Donc voilà, historiquement, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. C'est les programmes nucléaires militaires qui ont alimenté des programmes nucléaires civils. Ouais, il y a deux réponses à ça. D'abord, dans une perspective mondiale, clairement, il y a plus de pays qui ont du nucléaire civil
une trentaine que de pays qui ont du nucléaire militaire, puisqu'il y en a 9, dont un qui n'a pas vraiment de nucléaire civil, enfin, ou même 2, hein, puisque Israël et la Corée du Nord produisent pas d'électricité nucléaire. La médecine aussi, il ne faut pas oublier la médecine. Oui, non, mais quand on parle de nucléaire civil, en l'occurrence, dans la question de la prolifération, c'est la production d'électricité. Et donc, il n'y a pas de lien mécanique entre le fait de faire du nucléaire civil et de faire du nucléaire militaire. En revanche, et c'est tout l'enjeu de la lutte contre la prolifération, c'est plus facile pour un État qui a déjà des infrastructures, qui manipule des matières et qui a des savoir-faire et des technologies du nucléaire civil, de détourner ces applications à des fins militaires. Et donc, voilà, plus il y a de programmes civils dans le monde, plus le risque de prolifération est grand et la surveillance à appliquer. Non, mais c'est pas vrai ça. Bah si, mécaniquement. Non, au contraire, mécaniquement. Les safeguards de l'IOF font que c'est pas possible justement. Mécaniquement, plus il y en a, plus le risque est grand, y compris parce que des pays peuvent sortir du traité de non-prolifération. C'est ce qu'a fait la Corée en 2003. Voilà. Mais ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de civils. Non, mais je dis juste, si, bref. Non, mais on sera pas d'accord sur ce point. C'est un point de désaccord pour le coup politique et pas technique. Mais pour revenir à la question franco-française, aujourd'hui, et c'est un revirement récent, c'est Emmanuel Macron en 2020 qui fait un discours au Creusot qui dit nucléaire civil, nucléaire militaire, l'un ne va pas sans l'autre. Donc aujourd'hui, la doctrine française, c'est d'assumer les liens entre les deux. Par exemple, la purification régulière des têtes nucléaires au plutonium, elle se fait dans le cadre d'installations à la Hague qui sont des installations globalement civiles. Et puis, on évoquait à l'instant la production notamment de l'hydrogène radioactif pour les bombages. En tout cas, on a besoin de tritium pour le programme nucléaire militaire. Et aujourd'hui, c'est une décision récente, il y a 2 réacteurs, enfin 1 puis 2 réacteurs d'EDF à Civaux qui vont être utilisés pour produire ce tritium pour les applications militaires. Donc on assume aujourd'hui un lien entre les deux. Mais en fait, ce lien, il n'a rien d'indispensable. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait organiser les choses différemment pour que les compétences, le fonctionnement institutionnel, les structures industrielles, etc., soient séparées. Et de mon point de vue, ça serait souhaitable, parce qu'on doit pouvoir mener démocratiquement, de façon dissociée, le débat sur la politique de dissuasion nucléaire et le débat sur la politique énergétique. Oui, juste un petit point sur la fin, j'étais d'accord avec toi, sur le lien sur Civaux 2, où effectivement il y a de la production de tritium. Alors c'est pas exactement ça. L'armée et EDF ont passé un accord pour irradier du lithium dans un réacteur nucléaire. Le lithium, quand tu l'irradies, tu produis du tritium qui va servir à faire des bombes H. Et donc EDF ne produit pas de tritium, ne produit pas de matière nucléaire. Ils ont juste accepté de mettre du lithium dans un réacteur pour l'irradier et ensuite le donner à la défense qui le gère avec ses installations. Et c'est pas indispensable pour la défense française, c'est un test parce que la défense voulait avoir des redondances au cas où. Elle est capable de le faire toute seule, mais elle voulait avoir des redondances sur le parc civil. Et du coup, il y a un accord qui a été fait, validé par l'AIEA d'ailleurs, puisque ça rentre dans le cadre du traité de non-prolifération. Et il ne s'agit pas du tout d'un lien indispensable pour la défense française. Je voulais juste rajouter un point. Le CEA, alors on dit que tu disais que c'était depuis Macron. C'est pas tant que ça depuis Macron, parce que finalement, déjà à la création du CEA, après la Deuxième Guerre mondiale, on a déjà un organisme de recherche qui est totalement dual, qui fait les deux. Donc en France, les entreprises, les industriels de la filière nucléaire sont très très souvent duaux. Ils supportent la production d'électricité civile et ils supportent aussi les besoins de la défense. J'ai pas dit que la dualité était nouvelle. J'ai dit en fait le discours de Macron marque un tournant dans le fait d'assumer politiquement cette dualité, alors qu'avant De Gaulle l'a bien assumé. De Gaulle, c'est il y a longtemps, et ça remonte effectivement à l'époque, on en parlait tout à l'heure, où les programmes nucléaires, dans les pays dotés en tout cas, ont d'abord été des programmes militaires sur lesquels se sont développés les programmes civils. C'était assumé à l'époque. Et alors maintenant qu'on est justement sur les liens entre programmes militaires et programmes civils, je vais revenir... J'ai de la suite dans les idées, mais sur cette question qui nous a été posée dans les toutes premières minutes du live, à propos justement des techniques de fission et de fusion. Donc je m'en mêle, moi, les pinceaux à chaque fois. Aujourd'hui, pour
on utilise de la fission. Et la fusion, on est en train, alors notamment dans le civil, n'est pas utilisable parce que ça implique des contraintes, notamment, si je ne dis pas de bêtises, vous allez nous réexpliquer, mais de chaleur extrême pour être produite. Non, elle va d'accord. Bon, expliquez-nous du coup. Pourquoi on n'arrive pas à faire de la fusion nucléaire aujourd'hui? Alors, on disait tout à l'heure, on sait faire, mais on n'arrive pas à le maintenir. Pour l'instant, effectivement, mais c'est pas tant la réaction en nucléaire de fusion qui pose problème techniquement, c'est vraiment la stabilité du plasma dans laquelle doit se faire cette fameuse réaction de fusion. Et ça, c'est de la physique du plasma. C'est une physique qui est extrêmement multiparamétrique, qui est vraiment très très compliquée. C'est pour ça que j'avais rien compris. Voilà. Donc en fait, dans les deux cas, que ce soit fusion ou fission, ça part d'une réaction nucléaire et ensuite il faut faire ce qu'on appelle des réactions en chaîne. C'est-à-dire que si vous en faites qu'une fission ou qu'une fusion, vous n'allez jamais produire de l'électricité ni de la chaleur, évidemment. Donc il faut que dans le temps, vous ayez toujours le même nombre de réactions, tout le temps, tous les dimanches, tous les samedis, toutes les secondes, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. En fission, on sait faire, c'est facile. On sait la maîtriser assez correctement, puisque vous voyez, on a un parc depuis... voilà, ça marche, quoi. La maîtrise est faite. La fusion, c'est plus compliqué parce que ça vient de la physique, ça vient de l'interaction fondamentale, l'interaction forte, qui les protons on va pas parler de protons. Les deux noyaux, ils ont pas, en gros, ils ont pas. Dans le public. Voilà. Si on prend le couple, un couple, en général, on se marie et on peut divorcer. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que divorcer c'est facile. Donc, se casser en deux, se marier et tenir, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une belle image, non? C'est une belle image, je ne suis pas sûr que... Voilà, donc la fusion, c'est compliqué à stabiliser au niveau du plasma. Donc, il faut des énormes champs magnétiques qui vont obliger les noyaux à rester l'un à côté de l'autre et donc fusionner. Donc, il y a c'est ce qu'on appelle la technique du confinement magnétique. Donc, c'est notre projet, le projet carrément international ITER. Et puis, il y a une autre manière de faire, et là, c'est encore plus... ça vient aussi d'une technique de militaire, hein, c'est d'envoyer des lasers sur des petites capsules pour tenir la température et la pression très, très forte pour qu'il y ait la fusion. Et ça, c'est ce qu'on appelle le confinement inertiel. Et il y a des startups aujourd'hui, en France et à travers le monde, qui travaillent sur ces deux problématiques, confinement magnétique et inertiel. Et on pense qu'ils vont réussir à faire des choses. Ils avancent très vite, ils ont beaucoup d'idées, mais à mon avis personnel, la fusion de manière industrielle pour produire de l'électricité, c'est pas avant 2100. Ah oui. Et ça c'est de mon point de vue une vision optimiste. Pourquoi? Parce que en fait, quand on regarde le confinement magnétique, donc ça c'est une longue histoire parce que ça fait longtemps, plusieurs décennies qu'on a des machines de plus en plus grosses pour tester ça. Et la prochaine, puisque le projet a pris beaucoup de retard, coûte beaucoup plus cher que prévu, etc. Mais si il voit le jour, la prochaine sera ITER, effectivement, dans le sud de la France. Mais en fait, on a progressivement augmenté la taille sans gagner en performance. C'est-à-dire que ça permet de manipuler des quantités de plus en plus grandes, mais sans gain entre la taille de la machine et l'énergie qu'elle pourrait produire. Et ITER, de toute façon, n'est pas envisagé pour produire de manière continue, donc pour être une source d'énergie. Donc on reste très loin d'une production c'est pour ça que moi je crois là au confinement inertiel. Il y a un essai qui a été largement popularisé il y a 2 ans, 3 ans. 2023. Ouais, 2 ans aux États-Unis, au National Lawrence Livermore Laboratory, quelque chose comme ça. En fait, ils ont communiqué sur le fait qu'ils obtenaient un rendement positif. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement tiré plus d'énergie de la réaction de fusion dans la capsule que d'énergie reçue par la capsule. Donc ils ont parlé d'un rendement énergétique positif. Sauf que, en fait, l'énergie reçue par la capsule, c'est un 200e ou un 300e, je ne sais plus, de l'énergie injectée dans le laser. Donc on est en fait à un rendement qui est
qui reste de moins de 1%. Et la bille elle-même a coûté des dizaines ou des milliers de dollars, des centaines, dizaines ou centaines de milliers de dollars à produire. Et il en faudrait, je ne sais plus quels étaient les chiffres, mais il en faudrait dans une machine industrielle environ une toutes les secondes, quoi. Donc on est sur des sauts à passer pour envisager une production industrielle qui, à mon avis, sont trop grands pour être franchis, même si par ailleurs, c'est des recherches qui peuvent apporter des bénéfices dans d'autres domaines. Je vais juste apporter mon regard sur la fusion. La fusion nucléaire, c'est un game changer. Le jour où on la maîtrise, c'est une énergie abondante, quasiment propre à 100%. C'est l'énergie du soleil qu'on a confinée dans un réacteur. Enfin, il y a quelque chose en plus de physiquement et de mentalement assez incroyable. Qu'on utilise aujourd'hui avec des panneaux photovoltaïques. Le principe, on l'a compris. Le principe, on l'a compris depuis 70 ans, 80 ans. On sait comment faire de la fusion nucléaire, fusionner, mais c'est très dur à maîtriser parce que rien que les machines sont difficiles à construire. Construire ITER, ça a pris du retard parce que c'est extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, il se révèle qu'avec le développement des technologies numériques, de l'IA, des capacités de simulation, il y a plein de startups qui ont réussi à repenser les modèles des années 70-80 et à les optimiser, à les rendre beaucoup plus performants, beaucoup plus petits, beaucoup moins coûteux à construire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors, excusez-moi, je vais être un peu passant matériel, si on suit où va l'argent, on voit que les startups de la fusion nucléaire font chaque année des records de levée de fonds. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'investisseurs privés qui disent « Waouh, là il se passe quelque chose, il y a des concepts qui marchent, on va mettre des sous dessus ». Et je pense, c'est très personnel, que ça c'est comme un indicateur que la technologie est en train de passer un cap. Alors comme disait Emmanuel, il ne s'agit pas de faire de la fusion commerciale en 2040 ou en 2045, on sera encore sur la fission nucléaire à ce moment-là, largement. Mais à partir de 2080, 2090, il y aura sûrement des démonstrateurs, puis 2100 peut-être des développements commerciaux. Alors effectivement, le fait que pendant 50 ans on nous ait dit la fusion, c'est pour dans 5 ans, ça a un peu tué les mythes. Par contre, quand on vous dit la fusion, c'est sans doute pour la fin du siècle, avec des premiers démonstrateurs. Là, on touche sûrement à quelque chose qui est un peu vrai. Mais vous voyez bien que des investisseurs qui mettent de l'argent dans les startups aujourd'hui le font pas en croyant que la technologie viendra à la fin du siècle. En fait, ils le font parce que j'espère pas. Pas parce qu'ils croient à des résultats à court terme, parce qu'ils ont envie d'y croire. C'est-à-dire que c'est typique d'un certain nombre de startups technologiques qui aujourd'hui lèvent avec beaucoup de succès des fonds parce qu'elles promettent des ruptures technologiques qui te permettent de ne pas envisager des changements plus profonds de notre modèle économique et de nos modes de vie Non, mais c'est clairement ma vision sur les startups nucléaires aujourd'hui et sur l'alliance entre l'IA et ce nouveau nucléaire, en fait, qui projette un imaginaire de poursuite de l'abondance, etc., qui, à mon sens, dans le cadre des limites planétaires et du changement climatique, est juste hors sol. Alors, juste pour finir, on imagine Marie Curie et sa fille et son gendre qui découvrent toutes ces choses-là, pas le neutron, mais au moins la radioactivité artificielle, la réaction en chaîne, etc. Et vous voyez aujourd'hui, voilà. Donc, il y a quand même, la science progresse énormément et je veux quand même croire qu'elle est là pour améliorer la vie des gens. Et donc, il faut quand même y mettre de l'argent, des financements. Il y a des choses qui n'aboutiront pas, mais de toute façon, il y a des progrès scientifiques et techniques qui sont absolument colossaux. Alors, justement, améliorer la vie des gens, c'est d'abord appliquer les solutions dont on dispose aujourd'hui. Et typiquement, quand on parle de fusion, le photovoltaïque, par exemple, en est. Alors, justement, mais bien sûr, le photovoltaïque, absolument, mais on n'est pas en train d'opposer. Opposer les énergies bas carbone les unes aux autres, ça, c'est une erreur fondamentale. Absolument. Il faut valider toutes les énergies bas carbone. Tout vient de l'énergie nucléaire. Justement, n'allez pas trop vite en besogne. L'heure tourne très vite et je voulais vous partager ces deux réflexions dans le chat. Christelle Greux, vous allez comprendre le lien, qui nous dit personnellement, comme beaucoup en France, nous avons été irradiés et c'est pas à cause du nucléaire militaire mais du civil. Merci Tchernobyl. Pourquoi avons-nous peur du militaire alors que nous avons 55 réacteurs civils sur tout le territoire? Et Bandini qui nous dit également les enjeux contradictoires du nucléaire, est-ce qu'il peut concilier des ambitions énergétiques avec les risques terribles qu'il engendre? Sommes-nous condamnés à choisir entre progrès et menace de mort? Wow. Alors, vous avez 4 ans, mais la question, elle est aussi légitime. Il y a un risque à développer du nucléaire.
Mais il y a un risque à développer n'importe quelle solution technologique. Vous développez des voitures. Je ne sais plus dans quelle conférence, il y avait le patron, je crois, de Renault qui était là aux Journées Perspective France, je crois. Il dit, bah, moi, je développe des outils qui donnent la mort. Voilà. Je développe des objets techniques qui donnent la mort. Donc, en tant que patron de Renault, voilà, eh bien, je me dois d'être responsable. Je me dois de développer avec une réglementation qui est la plus stricte possible. Et je me dois de faire attention dans toutes les innovations que je vais y mettre dans mes objets techniques, qui sont les voitures, de manière à ce qu'il y ait le moins de morts possible. Après, vous traversez la route, vous pouvez être évidemment tombé sur quelqu'un, un chauffard qui va vous enlever la vie, vous ôter la vie. Donc en fait, vivre est déjà un risque. D'accord ? Donc le risque zéro, c'est ça qu'il faut vraiment retenir, ce que je voudrais vraiment que les gens retiennent. Le risque zéro n'existe pas. Il faut absolument maîtriser au maximum, mais la vie, il y a quand même des risques de mort, évidemment. Oui, parce que c'est une question, philosophique après, c'est une question évidemment Il y a fondamentale. oui, il y a un côté effectivement Absolument. philosophie. Après, chacun, ça va correspondre ou pas Alors, aux valeurs de chacun. Et évidemment, Je le t'en risque prie. zéro n'existe pas, mais les dangers posés par les technologies peuvent être de nature et d'importance différentes. Et typiquement, vous n'aurez pas de catastrophe de type Tchernobyl avec des énergies renouvelables. C'est pas un argument décisif, c'est juste un constat par rapport aux différents dangers. Pour répondre aux deux points, hein, le premier, c'est il ne faut pas choisir entre les solutions bas carbone et il y a des risques dans toutes les technologies. Ben, non, en fait, les solutions bas carbone, elles ont des coûts différents et une efficacité différente à différentes échelles de temps. Donc, il faut mettre nos ressources en priorité là où c'est le plus efficace. Et je n'ouvre pas plus le débat, mais on a un point de divergence là-dessus. Il faut considérer les risques associés aux différentes énergies. Et pour revenir à la question de départ, qui est quand même le nucléaire militaire et le risque qu'il pose et la dissuasion, je vais donner un exemple. Il y a une étude scientifique parue en 2019 qui évaluait les conséquences d'un conflit entre l'Inde et le Pakistan, qui sont donc deux pays détenteurs d'armes nucléaires, se produisant en 2025. Donc, on y a évidemment repensé il y a quelques semaines. Alors, le scénario, c'est par engrenage, les deux pays finissent par utiliser l'ensemble de leur arsenal nucléaire, ce qui représente à peu près 3% de l'arsenal mondial aujourd'hui. Et les conséquences évaluées par les modèles, hein, c'est entre 0 et 5 degrés de perte 2 ans, 3 ans après de température sur tout l'hémisphère sud, et entre 5 et 15 degrés de perte de température sur tout l'hémisphère nord. Ça, c'est parce que les armes atomiques en fait, vont générer des grands incendies, etc., et en fait développer une couche de poussière dans la stratosphère. Et donc si on considère, comme je le disais tout à l'heure, que plus de développement du nucléaire dans le monde, c'est une augmentation du risque de prolifération. Donc du risque que des arsenaux nucléaires se développent. Si on considère que la situation géopolitique actuelle, avec une dissuasion qui ne fonctionne plus comme elle le faisait pendant la Seconde Guerre mondiale, et la crise en Ukraine en est l'illustration, avec un droit international qui ne vaut plus rien, et avec la multiplication de tensions et de gestes unilatéraux de différents responsables d'État, pour moi, c'est une menace forte qu'il faut prendre en compte. Et il ne suffit pas de faire la comparaison avec les automobiles pour évacuer le sujet, quoi. Non, je ne l'évacue pas. Je donne des exemples, pas du tout, mais je n'évacue pas du tout le fait que l'énergie nucléaire, quand on la maîtrise dans un réacteur ou dans une arme, évidemment, elle a des risques et il faut savoir les maîtriser. Il faut surtout être responsable. Moi, ça, tant qu'on aura des dirigeants responsables... c'est une question qui est très difficile. On fait la liste.
Mais Est-ce qu'on fait la liste de dirigeants responsables de pays dotés d'armes nucléaires? Je te rappelle que Poutine ne l'a pas utilisé. Hein. La dissuasion, c'est bien ça. C'est aussi un discours. Le discours de la peur, il est... C'est une question qui est difficile parce qu'effectivement, elle mériterait beaucoup de temps pour répondre. Je vais essayer d'être le plus bref possible, juste avec 3 petits points. Premier point, c'est il faut séparer le danger du risque. Le nucléaire, c'est dangereux. Les matières nucléaires sont dangereuses. Si vous les touchez une fois irradiées, si vous touchez du plutonium, c'est dangereux. Par contre, le risque, c'est très faible. Je vais prendre l'autre image. Un astéroïde vous tombe sur la tête, c'est très dangereux. Le risque que ça vous arrive est très très faible. Donc dans le nucléaire, il y a eu 2 accidents graves, d'autres un peu moins graves, et 2 accidents graves, Tchernobyl et Fukushima. Mais par rapport au nombre d'heures réacteurs produits, le risque est très très faible. Moi, je travaille dans le nucléaire, j'ai maintenant des enfants. Si je pensais que c'était dangereux, je ne travaillerais pas dans le nucléaire. Si je pensais que c'était risqué, je ne travaillerais pas dans le nucléaire. Et par ailleurs, la radioactivité reçue en France, elle n'est pas du tout due au nucléaire civil. Très peu du nucléaire civil. Si vous vivez près d'un réacteur nucléaire, vous recevez autant de radioactivité que si vous mangez une banane. La comparaison est intéressante. Par contre, vous recevez beaucoup d'effets de la radioactivité par le nucléaire médical. Il ne viendrait personne à la tête d'arrêter le nucléaire médical pour tous les services rendus. Et enfin, mon dernier point, forcément, que j'ai oublié, je vais passer, c'est pas grave, mais voilà, je veux juste rester sur cette idée de séparer le danger et le risque. Oui, c'est ça, c'est dangereux, c'est risqué. Et moi, il y a des industries qui m'inquiètent beaucoup plus que le nucléaire. S'il y avait des priorités à mettre, j'arrêterais le plastique. Un polluant qui est dans la nature, éternel, qui finit dans tous nos organes, dans l'organe de tout ce qu'on mange, dans toute la nature, ça me terrifie, mais 1 million de fois plus que le nucléaire. Moi, s'il y avait quelque chose que je vais viser en premier, ce serait soit arrêter le charbon, évidemment, pour les polluants atmosphériques, mais arrêter le plastique. Nos océans sont pourris de plastique. Le nucléaire, ça n'a rien à voir, ça n'a aucune commune mesure en matière de danger. Alors, on nous parle aussi de... Alors, ça fait effectivement beaucoup réagir dans le chat, cette discussion, surtout cette idée que le risque nul n'existe pas. Bon, il y en a qui ont l'air convaincus, d'autres un peu moins. Toujours est-il qu'on nous dit, par exemple, en fait, si on se pose cette question, cette question, pourquoi elle me vient? Parce que depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a eu la centrale de Zaporijia qui a été... alors, pas visé directement, mais dans la région, et en tout cas, voilà. Si on... Le sarcophage a été visé aussi. Voilà, tout à fait. Il y a eu, pour reprendre le cas de l'Iran actuel, les installations nucléaires sont visées. Moi, je ne suis pas professionnelle du nucléaire, je ne suis pas scientifique sur ces sujets-là. Effectivement, j'imagine que tout un chacun peut aussi se poser la question du risque qu'il y a à viser des installations, des stocks d'uranium enrichi. Et ça reprend un commentaire dans le chat que j'arrive plus à retrouver précisément, mais qui nous disait on ne parle pas assez de la géopolitique d'avoir des installations nucléaires sur nos territoires, surtout dans des périodes où on n'est plus en période de paix, comme on disait tout à l'heure. Il y a une géopolitique de ces installations qui existent. Alors, je ne vais pas parler de géopolitique directement, ce n'est pas tellement sujet de la sphène, je serais mal placé pour en parler. Pour ce qui est de la résilience des installations nucléaires, effectivement, les agressions qu'on peut avoir, alors je vais me limiter à Zaporijia comme exemple, Zaporijia ont été inacceptables, très inquiétantes, et l'AIEA est long de taper ce point sur la table, mais ils ne sont pas possible d'envoyer des agents là-bas permanents. En même temps, on a pu aussi constater la puissance des mesures de sûreté. Je vous rappelle que cette installation a perdu ses installations électriques un nombre incalculable de fois. Le barrage qui faisait la réserve d'eau pour le refroidissement a été détruit. Et il y avait énormément de backups qui ont été mis en place. Depuis, la centrale a été arrêtée et en arrêt à froid depuis plus d'1 an et demi, donc la puissance résiduelle est infinitésimale. Les chocs qu'elle a pris sont inacceptables et il y a eu un risque, mais sa capacité à encaisser les chocs a été extrêmement impressionnante et ces réacteurs de 3e génération ont montré un niveau de résilience important. Alors évidemment, il n'y a pas eu d'impact direct d'un missile énorme sur le dôme nucléaire, parce que je pense que les Russes ne sont pas fous, ils n'auraient jamais fait ça, mais on a montré quand même une capacité de résilience qui est assez impressionnante. Et je voulais aussi rajouter que, en fait, les installations industrielles à risque, type les digues et le nucléaire en particulier, sont normalement protégées par la Convention de Genève, son protocole additionnel, etc. Et donc, dans des guerres, normalement, il est absolument interdit d'aller les bombarder. Donc on voit aujourd'hui qu'effectivement les traités ont une certaine limite. Donc moi je pense que c'est là-dessus
absolument, qu'il faut qu'on arrive à travailler de manière globale, collective, pour que les traités soient appliqués et que s'ils ne le sont pas, il y ait des vraies garanties plus que des sanctions économiques. Vous voyez, quelque chose qui dissuade finalement à ce que le risque soit trop grand d'aller attaquer des industries. Juste pour l'Iran quand même, les industries, les zones qui ont été touchées par les bombardements israéliens, donc les centrales, pas les centrales, les usines d'enrichissement, c'est de la matière qui n'a pas été utilisée encore en réacteur, et donc c'est une matière qui est beaucoup moins risquée si on frappe dessus. Donc il n'y a aucune problématique d'accident nucléaire dans la situation aujourd'hui de la guerre entre l'Iran et l'Israël. Pas d'accident au sens de ce que les gens peuvent avoir en tête, type Tchernobyl et Fukushima. Des rejets importants de radioactivité Non, localement. ça c'est faux, il faut le dire. Non, ce sont des noyaux qui sont des émetteurs alpha. Les alpha, en quelques centimètres, ça s'arrête. Donc il n'y a pas de rejet. Des rejets importants de radioactivité au sens de matière radioactive localement sont possibles, mais quand on parle de l'uranium, en fait, le danger est d'abord un danger chimique. C'est un élément, c'est un métal lourd. Juste peut-être sur Zaporizhia et ce que ça nous dit. D'abord, je pense que fondamentalement, effectivement, il faut défendre le droit international, je suis le premier à le faire, mais il faut aussi accepter la réalité d'un monde où aujourd'hui il est fortement dévalué et donc penser résilience. Et effectivement, nos grandes installations, un certain nombre de nos grandes installations, ça inclut le nucléaire, mais ça peut inclure les barrages et ça peut inclure des grandes usines chimiques, par exemple, sont des points de vulnérabilité auxquels il faut réfléchir dans le temps long. Et pour moi, c'est une des questions qu'il faut absolument mettre sur la table quand la France, par exemple, envisage de construire des nouveaux réacteurs. C'est quoi les projections par rapport au monde géopolitique et au droit international d'ici la fin du siècle, puisque c'est ça l'horizon sur lequel il faut le penser. Et la deuxième chose, c'est que Zaporizhia, d'abord, n'a pas... il n'y a pas eu d'attaque militaire franche sur Zaporizhia. Et aujourd'hui, la centrale étant arrêtée et à froid, effectivement, elle tient. Si elle avait été maintenue en fonctionnement, un certain nombre d'événements, de perte d'alimentation, etc., auraient été peut-être plus difficiles à gérer. Très hypothétique. Peut-être, non mais voilà. Mais après, Zaporizhia, c'est quand même une installation qui est occupée de manière totalement illégale. Et l'AIEA n'a aucune prise sur cette situation illégale. Donc ça nous dit aussi, effectivement, quelle vulnérabilité et tension il peut y avoir autour de ça. Et puis le dernier point, c'est que je parlais tout à l'heure de à quel point l'Ukraine montre la fin de la dissuasion telle qu'elle a été pensée dans la guerre froide. La fonction historique de la dissuasion, c'était d'empêcher justement, typiquement, une invasion d'un camp par l'autre sur le territoire européen. On voit la création de ce no man's land après la chute du mur et l'Ukraine qui n'était plus vraiment ni dans un camp ni dans l'autre a fait que ça ne tenait plus puisqu'elle n'était plus protégée par un parapluie nucléaire ni d'un côté ni de l'autre. Et non seulement du coup ça a permis cette invasion terrestre, mais ça fait obstacle aussi à une résolution conventionnelle du conflit puisque Poutine depuis le début joue à la fois avec l'occupation de Zaporizhia, avec Tchernobyl et avec son discours sur l'évolution de la doctrine d'usage de l'arme nucléaire russe. Il joue justement, il exerce un chantage, et je suis d'accord, c'est complètement psychologique, en disant si vous voulez y aller, moi je suis prêt à aller plus loin que vous. Et donc, pour moi, ça appelle à vraiment repenser profondément la question de la dissuasion nucléaire. Et peut-être, dernier point, aujourd'hui, les points de tension. Ukraine, Russie, Israël, Iran, Inde, Pakistan, potentiellement le prochain sur la liste, Chine, Taïwan. Dans chacun de ces conflits réels ou potentiels, il y a un voire deux acteurs qui sont dotés de l'arme nucléaire, ce qui prouve à la fois que ça n'est pas du tout un moyen aujourd'hui d'empêcher les tensions et les conflits. Je voulais juste faire une petite remarque de science pour finir, avec une petite question à vos auditeurs. Allez-y. En fait, toutes les énergies, si vous réfléchissez bien, toutes les énergies, en particulier les bas carbone, les décarbonés, l'énergie nucléaire est à la base de l'ensemble des énergies. Il y en a deux
qui ne sont pas basées sur... Ah, je vous laisse sur le nucléaire. réfléchir. Et toutes les autres, c'est du nucléaire. Est-ce qu'il y en a deux? Alors, je ne sais pas si dans le chat vous avez une idée, vous pouvez essayer de deviner. Voilà. Vous me donnerez la réponse et le temps qu'ils répondent. Alors, je suis embêté parce que là, comme ça, spontanément, j'en ai qu'une. Ah. Mais... Moi aussi, j'ai oublié la deuxième. Ah, bah voilà, si posez la question. Je ne sais pas la faire, celle-là. Il y a la marée... c'est la marée motrice, ça, c'est clair. La marée motrice et... Alors, le solaire, c'est du nucléaire. La géothermie, on me dit. Non, la géothermie, c'est la radioactivité du cœur. L'éolien. L'éolien, c'est du nucléaire parce que les vents. Enfin, c'est du nucléaire. Oui, oui, c'est la base du nucléaire. Le vent, mouvement de l'eau. Le cycle de l'eau, le cycle de l'air, donc l'hydro, l'éolien, le photovoltaïque et la biomasse qui vient de la photosynthèse, tout ça vient du nucléaire, pas au sens du nucléaire que l'homme souhaite maîtriser sur Terre, mais au sens du Soleil, qui est quand même de très loin notre première source d'énergie et qu'on sait aujourd'hui utiliser de façon beaucoup plus efficace qu'avant l'ère industrielle. C'est dommage, c'est qu'on ne l'aura pas. Bon, vous m'enverrez un texto. À force, entre l'Iran, etc. Oui, je la trouve ce soir et je vous la donne. Avec plaisir, et on vous la partagera si on ne la trouve pas d'ici là. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous expliquer tout ça et décrypter et nous dire quand on n'avait pas compris des trucs, en l'occurrence en ce qui me concerne. Je vous représente rapidement Ludovic Dupin, donc directeur de l'information de la Société française d'énergie nucléaire. À tes côtés, Emmanuel Galichet, enseignante-chercheur en sciences et technologies nucléaires, également au CNAM, donc le Centre national des arts et métiers. Et puis enfin Yves Marignac, chef du pôle énergie nucléaire et fossile de l'Institut Négawatt, également référent méthodologique et porte-parole de l'association Négawatt. Merci à tous les trois. Je vous laisse laisser vos micros et puis rejoindre Camille. Et ouais, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, merci à vous. Bonne fin de journée. Et puis, nous, on va continuer. On va s'installer pour changer un peu de sujet. J'espère que ça vous a appris des trucs. En tout cas, vous avez été hyper actifs dans le chat et c'était chouette. J'ai posé quasi aucune question que j'avais écrite. C'était quasiment que des questions à vous. Donc, ça fait vraiment plaisir que vous soyez là pour leur poser des questions. C'est pour ça qu'on les fait venir. Bonsoir, messieurs. Bienvenue. Asseyez-vous. Je vous en prie. Voilà, vous pouvez attraper les micros qui sont à côté de vous. Et avec vous, messieurs, alors on va changer de sujet, mais on va continuer à parler un petit peu, même carrément de guerre, puisque nous allons parler d'un événement très important, le Salon du Bourget, qui est un salon qui arrive qui a lieu tous les 2 ans, un des plus importants du genre dans le monde. C'est cette année la 55e édition. Le salon a commencé, si je ne dis pas de bêtises, lundi. Et il l'ouvre au public à partir du 20 juin. Donc le 20 juin, c'est demain, vendredi. Je le disais en introduction, le Salon du Bourget, c'est 2400 exposants de 48 pays. C'est traditionnellement une bataille, bataille de contrats signés entre les constructeurs Airbus et Boeing. On va en parler, ça va peut-être un peu changer cette année. Et puis, cette année, dès les premières heures du salon, on a déjà eu une polémique puisque il y avait des stands israéliens qui exposaient des armes offensives qui ont été fermées. C'est le gouvernement français qui assure avoir donné des consignes pour marquer, je cite, sa réprobation face à la guerre de Gaza. Bref, je vous dis tout ça parce que moi j'ai l'impression que la guerre justement s'installe à ce salon du Bourget. Et donc, on va en parler ce soir avec Gérard Felzer. Bonsoir Gérard, bonsoir. Bienvenue, président d'Aviation sans frontières. À tes côtés, Arnaud Aimé. Bonsoir et bienvenue, spécialiste des transports et aéronautiques au cabinet SIA Partners. Voilà. Et puis Camille m'a rejoint, vous l'avez peut-être reconnu, Camille Rio, donc programmateur du talk de France Info, qui se trouve également avoir quelques connaissances en aéronautique. Et il va venir avec moi pendant cette heure pour co-animer et aussi poser également des questions à nos invités. On commence tout de suite. Je vais rester sur par exemple, cet exemple des stands israéliens qui ont été fermés. Le ministre de la Défense israélien a évidemment réagi, parlé de ségrégation et d'une pratique qui est assez inhabituelle des expositions de défense dans le monde. Est-ce que c'était utopique de se dire que le contexte, la géopolitique internationale, le contexte actuel dans le monde allait épargner le Salon du Bourget ? Je ne distribue pas les paroles, je vous en prie, répondez-vous. On se synchronise entre nous alors. Oui, voilà. Je commence. Oui, vas-y. Arnaud.
Alors la question c'est est-ce que c'était utopique? Non, mais évidemment. Est-ce que c'est normal en fait que ces évidemment, polémiques arrivent? Oui, à l'édition évidemment que ce type 2025. de grands salons internationaux est influencé par la géopolitique mondiale. C'est déjà le cas avec des expositions d'ordre civil, et c'est encore plus le cas quand l'objet de l'exposition il est aussi d'ordre militaire, d'ordre de défense. Les industriels russes ne présentent pas leurs innovations de défense au Bourget. Bon, Israël, c'est pas du tout la même configuration, mais on sait que ce type de salon international, d'exposition, est aussi un objet de communication pour les industriels et pour les armées, donc pour les pays. Donc non, c'est absolument pas surprenant. L'ouverture du salon du Bourget cette année a été marquée par cet événement, effectivement, qui est quand même assez rare. Alors, on ne peut pas parler non plus d'accident diplomatique, hein, Non, mais bon, qui est quand même assez rare. Et puis, dans le domaine civil, disons, elle a été aussi marquée par le crash la semaine dernière d'un avion d'Air India qui a fait, qui était dramatique, qui a fait environ 250 morts, à la fois les voyageurs, les personnes à bord, et puis au sol aussi, puisque ça s'est écrasé au décollage. Il se trouve que c'était un Boeing, un 787 en l'occurrence. Bon, de toute façon, c'était soit un Boeing, soit un Airbus, puisqu'il domine très largement le marché. Mais bon, ça a quand même jeté un coup de froid sur le constructeur Boeing, qui a déjà des problèmes industriels et des problèmes de sécurité qui sont normalement résolus, mais la question se pose toujours depuis 7 ans maintenant. Et c'est ça aussi qui a amené à l'absence du dirigeant de Boeing cette année. Donc voilà, dans le domaine civil aussi, c'est marqué par la géopolitique d'une part, mais aussi par les événements. Alors, pour revenir à la question que vous posiez sur l'armement, donc 2400 exposants, 900 et quelques exposants défense, sauf les Israéliens, du coup. Alors, on pourrait se poser la question par rapport à la France, qui est le 4e exportateur mondial d'armement. Donc, on n'est pas tout blanc non plus de ce côté-là. Et puis, il y a un salon de l'armement fameux à Paris, hein, tous les 2 ans aussi, je crois. Et donc, ça fait partie des enjeux en économie, en emploi, etc., mais aussi ça fait des dégâts. Alors, il se trouve que j'ai une autre casquette qui est président d'Aviation Sans Frontières. On est exposé aussi à réparer, non pas les dégâts, mais réparer les gens qui en sont victimes. Camille ? Oui, non, du coup, vous parliez, Arnaud, du crash, justement, qui a eu lieu. Donc, on a vu Boeing qui était complètement boycotté cette année. Quelles sont pour vous les grandes conséquences économiques qui vont avoir lieu pour Boeing sur le court et sur le long terme? Je commence, si tu veux. Vas-y. En fait, je suis pas très inquiet pour Boeing. Il a pris un gros marteau sur la tête, hein, c'est vrai. Mais enfin, il y a Trump qui vient de les sauver quelque part en leur donnant le marché du futur chasseur 47. Donc, on laissera pas tomber le joyau de l'aéronautique qui est quand même Boeing, mais le joyau de Boeing par rapport aux États-Unis. Ils s'en sortiront toujours des subventions déguisées. Rappelez-vous les procès entre Airbus qui se voyaient accusés par les Américains de recevoir des subventions. C'est exactement la même chose, sauf que c'est de l'armement. Donc, non, ce qu'il y a de grave chez Boeing, ce sont les accidents des 2 Boeing 737 qui ont été dramatique pour Boeing. Et ce qui a émergé, c'est que c'est la finance qui a pris le pouvoir. Donc il fallait rattraper Airbus sur un certain nombre de choses. Et Airbus avait pris de l'avance avec le 321, etc. Et donc les financiers de Boeing ont dit aux ingénieurs, vous allez me sortir le nouvel avion, le concurrent de l'Airbus Neo, sinon vous êtes virés, quoi, en gros. Ils ont été obligés de faire des impasses, avec la complicité de la FAA d'ailleurs, qui est l'aviation civile. Et donc, il a fallu remettre de l'ordre. Ça leur a coûté quand même quelque chose comme 20 milliards. Mais ils vont s'en remettre. Hein. C'est une super boîte, en fait. Et on ne peut pas se réjouir des accidents qu'ils ont eus. On peut, en revanche, leur en vouloir beaucoup sur le fait d'avoir caché des choses. Et c'est ce qui s'est passé. Arnaud ? Pour compléter...
Alors, il y a pas mal d'éléments. Pour le coup, je partage ce qui vient d'être dit à l'instant, ce qu'a dit Gérard. Boeing, c'est too big to fail, comme disent les Américains. C'est-à-dire, c'est un acteur essentiel, pas seulement de l'industrie aéronautique civile, mais aussi un acteur essentiel de la défense aux États-Unis, un fournisseur privilégié du Pentagone, qui vit beaucoup aussi de la commande militaire. Et la commande militaire, elle est beaucoup plus généreuse aux États-Unis qu'elle ne l'est en France et en Europe. Guillaume Faury disait l'autre jour, donc le chef d'Airbus, du groupe Airbus, disait l'autre jour, l'Europe dépense 4 à 5 fois moins que les États-Unis en commande militaire, d'une part, et d'autre part, dans ce qui commande, l'Europe, c'est à 60% des équipements qui viennent des États-Unis. Donc, il reste la part congrue pour les industriels européens. Je ferme la parenthèse, mais on n'imagine pas une seconde Boeing disparaître aujourd'hui. Cela dit, évidemment que c'est un coup de marteau, comme disait Gérard, c'est la chute de ce 787. L'enquête, elle commence tout juste. Ils ont récupéré les boîtes noires. Ils vont analyser les éléments au sol. C'est pas forcément la faute du constructeur si l'avion il s'est crashé. Ça peut être des erreurs humaines aussi, je veux dire, dans le cockpit. Ça peut être des problèmes d'entretien et de maintenance qui sont de la responsabilité aussi du transporteur et du mainteneur. Le 787, quand même, c'est un appareil qui est à la fois moderne, il est de conception récente, il a été mis en service il y a une quinzaine d'années à peu près. Il est moderne et en même temps il est aussi rodé. Aujourd'hui il y a presque 1200 787 qui volent dans le monde, donc il a beaucoup d'heures de vol ce modèle derrière lui. Donc s'il y avait des erreurs de conception, on pourrait se dire aussi, on les aurait peut-être vues avant. Le 737 MAX dont parlait à l'instant Gérard, donc un modèle plus moyen porteur qui est équivalent chez Airbus de l'A320. Il s'est crashé 2 fois par la faute de Boeing en 2018 et en 2019, et il avait été commercialisé et mis en service juste avant en 2017. Donc là, la responsabilité sur le crash Air India de Boeing est un peu plus hypothétique. N'empêche que Boeing, alors Camille, vous disiez boycotter, ils se sont auto-boycottés, ils ont voulu faire profil bas, et le dirigeant de Boeing a renoncé à officiellement venir, pour s'occuper de ses équipes, pour être auprès de l'entreprise plutôt qu'être en représentation. Il s'est auto-boycotté, entre guillemets. Après, sur le marché, il y a largement de la place à la fois pour Airbus et pour Boeing. Peut-être même pour le chinois Comac qui commence à faire de la concurrence, mais on sera amené à en reparler. Justement, parlons-en de ces concurrents, parce qu'on parle effectivement traditionnellement de la bataille Boeing-Airbus. On nous demande dans le chat d'ailleurs où est le siège social d'Airbus, si je ne dis pas de bêtises, il est aux Pays-Bas. Hein. Oui. Du groupe Airbus, c'est aux Pays-Bas. Après, le groupe Airbus, comme pas mal de sociétés européennes en fait. Air France. Air France, le groupe Air France KLM, il me semble que c'est à Paris 8e, mais à vérifier. En tout cas, après la partie aviation civile d'Airbus, les équipes concrètement, elles sont à Toulouse. Il y a aussi des grosses lignes d'assemblage à Hambourg. Mais voilà, il ne faut pas oublier que le groupe Airbus, c'est l'aviation civile qu'on connaît bien. C'est la partie équipement de défense, donc à la fois des avions militaires et puis d'autres systèmes de défense. C'est les hélicoptères qui sont basés à Marignane. Voilà, donc c'est un groupe quand même pluriel. Justement, sur la montée en puissance de la Chine avec Comac et également du Brésil avec Embraer, est-ce que c'est une menace ou pas pour les positions des constructeurs européens dans le domaine de la défense ? Oui, en fait, il commence à être sérieusement concurrentiel. Embraer, qui est exposé au Bourget d'ailleurs, et simplement, ils n'ont pas réussi à se rendre autonomes totalement, notamment pour les moteurs. Donc on le voit d'ailleurs, que ce soit civil ou militaire, les moteurs américains sont surveillés de près. Et d'ailleurs, ils ont limité l'exportation de moteurs pour le Comac, pour le moyen courrier, l'Airbus chinois en fait. Et donc ça leur pose un problème. Mais c'est une question d'années. De temps. Les Chinois vont sortir leurs moteurs très probablement assez vite. Oui, effectivement, le Comac, c'est le constructeur chinois qui cherche à faire concurrence à Boeing et Airbus avec des moyens courriers et demain des longs courriers aussi. Et ils ont un appareil qui s'appelle poétiquement le C919 de mémoire, qui a été certifié en Chine, qui vole en Chine et qui est vendu aussi, il me semble, dans des pays africains un peu amis de la Chine, mais qui est pas encore diffusé, disons, partout comme c'est pas non plus un avion 100% chinois, comme
comme tu l'indiquais Gérard juste avant, typiquement les moteurs, qui sont une partie assez importante de l'avion, c'est les motoristes occidentaux. Ou même, si on s'intéresse seulement au reste de la structure, il y a un certain nombre d'équipements, de structures qui sont fabriquées par des industriels occidentaux historiques et qui sont ensuite achetés par Comac. Donc l'ambition, alors je ne sais pas si c'est l'ambition de Comac ou du pouvoir politique chinois, c'est de davantage siniser, on dit comme ça, siniser, enfin rendre plus chinois l'ensemble de l'avion. Ça prend quand même beaucoup de temps de construire toute une filière, parce que les Airbus, Boeing, ils sont concepteurs de l'avion d'ensemble, ils sont ensuite assembleurs des différentes pièces, mais derrière eux, il y a des équipementiers, des sous-traitants de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. C'est toute une filière qui est hyper complexe à mettre en place. Il faut dire qu'on se met des balles dans le pied aussi, parce qu'on a monté des chaînes d'assemblage en Chine. Donc, c'est quand même pas très difficile de produire et de copier, puisque c'est la grande spécialité du pays. Et pour les moteurs, ça va être la même chose. Il y a un moteur, d'ailleurs, il y avait une petite histoire il y a quelques années, un moteur d'hélicoptère. Alors, les Chinois avaient piqué, si j'ose dire, le concept, et puis le moteur avait disparu. On a fini par le retrouver, mais ils ont fait appel malgré tout aux motoristes français occidentaux pour pouvoir continuer leur progression. Mais ils vont y arriver, il n'y a aucune raison. Je peux me permettre de mettre une nuance, une fois n'est pas coutume. Quand tu dis Gérard, on sait où Airbus s'est tiré une balle dans le pied en développant une chaîne de montage, une chaîne d'assemblage en Chine. Est-ce que c'était une mauvaise idée ou une bonne idée? Ça se discute, parce que ça permet aussi c'est aussi un atout pour gagner le marché des compagnies aériennes chinoises. D'ailleurs, ils viennent de commander 300 avions. Voilà, donc est-ce qu'on préfère... si on laisse le concurrent faire ça, c'est pas forcément... on n'a rien gagné non plus. C'est ce qu'on assume de faire. C'est ce que Dassault Aviation, le constructeur du Rafale, l'avion de chasse, ouvre aussi la voie à une production locale du Rafale, par exemple en Inde. Donc l'exigence de production locale, c'est quand même un grand classique dans l'aviation ou dans le monde de la défense ou ailleurs. Et quand on le fait pas, c'est pas forcément super. Je pense à un autre domaine. Alors moi, je suis transport, donc je reste dans le domaine transport, mais sur le ferroviaire, par exemple, moi, je me souviens d'Alstom qui refusait les transferts de technologie vers les Chinois pour la grande vitesse. Bon, donc Alstom n'a pas transféré sa technologie. Par contre, Siemens et Bombardier, alors le Bombardier Transport qui a été racheté depuis lors par Alstom, eux avaient accepté de le faire. Et puis au final, l'industrie chinoise locale s'est développée et montée en compétence sur le TGV. Les Siemens est parti de la Chine depuis lors, mais n'empêche qu'entre-temps, Siemens se sera fait de l'argent sur la grande vitesse en Chine, alors qu'Alstom en aura été évincé. Donc le résultat, est-ce que c'est mieux au final? Alors justement, il y a une petite question, si on revient un peu plus sur la rivalité Airbus-Boeing. La Gofu qui nous dit dans le chat, est-ce qu'il n'y a pas un risque à voir Airbus manger trop de parts de marché à Boeing sur le civil? Est-ce qu'un carnet de commandes trop rempli avec des objectifs de livraison contraints pourrait entraîner de la mauvaise qualité et une baisse de l'image de marque Airbus? Il y a un temps pour tout, c'est-à-dire quand un avion comme le 787 ou un avion comme Airbus 320, ce sont des millions de pièces numérotées. Tout est suivi à la trace. Et donc, je crois que c'est 2 millions pour le 320, ça va être 4 millions pour le 350. Donc, on arrive à faire des progrès de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on détermine assez rapidement les points de faiblesse et les opportunités. De ce côté-là, tous les constructeurs font la même chose. Je me méfierais quand même en étant avec la casquette Airbus des pays d'Amérique du Sud comme Embraer. Et les Canadiens ont racheté le 220, donc ça pose plus de problème. Mais de ce côté-là, il y aura probablement à se faire du souci. Et puis évidemment les Chinois, quoi. J'ajouterais, pour moi, la réponse c'est non. Non, ça risque pas de poser de problème de qualité et d'image et tout ça. Quand on est dans l'industrie aéronautique, on est quand même assez sensible au sujet de sécurité, assez sensible au sujet de qualité aussi, puisque les compagnies aériennes elles payent quand même assez cher pour ça. Cela dit, les déboires industriels de Boeing, ils ont évidemment des impacts. Alors, ça fait évidemment gagner des parts de marché
à Airbus, mais pas de manière si énorme que ça non plus. Ce qui se passe surtout avec les déboires industriels de Boeing, c'est que ça ralentit la croissance du marché. C'est l'ensemble du gâteau qui grossit moins vite que si Boeing arrivait à sortir des avions en qualité et en quantité de ses usines. L'appareil industriel d'Airbus, il est contraint. Et quand je dis l'appareil industriel, c'est à la fois ses propres usines et les usines de ses sous-traitants et des sous-traitants de ses sous-traitants et les moyens financiers pour construire des nouvelles usines, pour acheter des pièces supplémentaires. Je rappelle que Airbus, aviation civile, je ne parle même pas de Boeing, Airbus tout seul, en 2025, n'aura toujours pas atteint le niveau de livraison d'appareils qu'il avait en 2019. Entre-temps, il s'est passé un truc qui s'appelle le Covid, qui a complètement interrompu les chaînes de production, les chaînes d'approvisionnement, notamment dans l'aéronautique. Et dans l'aéronautique, ça met beaucoup de temps à redémarrer parce qu'il y a le constructeur, l'équipementier de niveau 1, le sous-traitant de niveau 2, etc. Donc c'est extrêmement lent, il y a beaucoup d'inertie. Et aujourd'hui, entre les difficultés pour l'ensemble de l'aéronautique à retrouver le rythme pré-Covid, plus les difficultés plus fortes encore de Boeing, ça fait que les compagnies aériennes, elles sont très mécontentes en ce moment parce que les avions qu'elles ont commandés, elles ne se les font pas livrer. C'est évidemment pire pour les compagnies aériennes qui s'approvisionnent auprès de Boeing. Genre chez nous en Europe, typiquement un Ryanair qui s'approvisionne exclusivement en Boeing. Ils n'atteignent pas du tout leurs objectifs de croissance, non pas à cause des clients et des voyageurs, mais à cause du manque d'appareils disponibles. Et Airbus ne peut pas compenser le manque de livraison Boeing à court terme en tout cas. Je voudrais peut-être qu'on parle un peu d'un autre thème, puisque l'heure tourne très vite. On parlait en début d'émission je parlais de ces stands israéliens, de la présence de la guerre, tout ça. Une autre guerre qui est présente au Salon du Bourget, c'est la guerre en Ukraine, et notamment via l'industrie du drone. Alors, l'industrie du drone, entre guillemets, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça encore, vous allez nous éclairer. On compte par exemple que les forces armées ukrainiennes auraient utilisé 1 million de drones en 2024. C'est quoi l'enjeu autour de ces machines? Ça recouvre quelle réalité? Parce qu'il y a drone et drone, même les Ukrainiens ont utilisé des drones assez différents. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est présenté au salon? On en est où? C'est quoi cette industrie du drone? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? Il y a une très très forte demande. La guerre en Ukraine a fortifié, a consolidé la guerre autour de drones. Et donc... vous avez raison, il y a à peu près 1 million de drones qui circulent en ce moment. C'est énorme. Il y a une demande terrible, et notamment des pays africains, parce qu'on exporte la guerre malgré tout. Et donc, il y a un drone civil, c'est le nôtre. Quand je dis c'est le nôtre, c'est Aviation sans frontières qui est exposé d'ailleurs, où on cherche la charge d'une part et l'autonomie d'autre part. Alors, pour lutter contre les drones, on fait du brouillage. C'est pour ça que... c'est invité au Salon du Bourget beaucoup de spécialistes de cette question-là. On y met beaucoup d'intelligence artificielle et donc ça a changé le visage de la guerre tel qu'on l'imaginait il y a encore quelques années, à tel point c'est que les drones vont accompagner les pilotes de chasse ou les chasseurs jusqu'à ce qu'ils prennent leur autonomie justement avec l'intelligence artificielle. On est dans une année charnière avec ce Bourget-là où on réfléchit avant de tirer, si j'ose dire. J'ai une question justement sur l'intelligence artificielle. On a vu la start-up franco-allemande Helsing, leader européenne de défense et d'IA, qui a réussi la prouesse, c'est la première fois je crois de l'histoire, à faire voler pour la première fois un avion de chasse uniquement avec l'IA aux commandes et à réussir un tir de missile simulé. Est-ce que sur le long terme, on pourrait voir la fin des pilotes? Et deuxième question, c'est quoi pour vous, Gérard et Arnaud, les grandes avancées de l'IA dans l'aviation? Beaucoup de thèmes pour Arnaud, là. Je commence. Donc effectivement, la prouesse de Helsing est assez impressionnante. Je ne sais pas lire dans une boule de cristal, mais moi, effectivement, je pense que le métier de pilote, que ce soit de chasse ou pilote de ligne, même de ligne, ouais. Je ne sais pas quelle sera son existence à moyen terme. Déjà, dans l'aéronautique civile, il y a beaucoup d'aides, ce qu'on appelle un pilote automatique, donc ça va déjà quand même très loin. Ça pose la question aussi des responsabilités à bord, parce qu'un commandant de bord, c'est pas seulement celui qui pilote, c'est celui qui a une responsabilité
je veux dire, hiérarchique, c'est plus que ça, mais à bord. Pour citer autre chose dont on a beaucoup parlé au Bourget cette semaine, alors je ne sais plus quel pays, quel industriel a organisé ça, mais en tentant un combat, factice, disons, entre un système de combat, entre un système de drone donc piloté à distance et piloté aussi par l'IA versus un avion à pilotage humain, disons, ouais. et où et dans certains cas, dans certains tests, il y a eu une supériorité du système de drone avec l'IA par rapport au pilote humain. Donc ça commence à apparaître déjà aujourd'hui. Et la deuxième morceau de question, Camille, c'était... C'était sur le long terme, les grands chamboulements que va amener l'IA dans le secteur de l'aviation. En fait, c'est une image de la société d'aujourd'hui. Vous avez la même chose de l'IA, vous l'avez dans les voitures. D'ailleurs, on s'était posé la question des voitures conduites automatiquement. Ouais. Et on a toujours donné l'exemple, on arrive et puis il y a un groupe qui passe devant vous. Que va faire la voiture? Elle ne peut plus freiner. Donc elle va éviter quelqu'un. Alors il y a des enfants à gauche et puis il y a des vieillards à droite. Est-ce qu'il va choisir les vieillards en disant ils sont en fin de vie, après tout c'est pas une grande perte. Il y a un problème moral qui se pose par rapport à ça. Est-ce que la machine va dominer l'homme? Ça va dépendre du programmeur. On est dans 2001, l'Odyssée de l'espace en quelque sorte. Il y aura évidemment des risques et des questions éthiques peut-être avec l'intelligence artificielle qui pilote le véhicule autonome, mais il y en a déjà de toute façon avec l'humain qui a un accident et qui amène de toute façon aussi déjà à des résultats parfois désastreux. Donc je pense que le sujet on dit attention avec l'intelligence artificielle, ça pourra amener à des accidents, des choses comme ça, mais les humains amènent aussi à des accidents. En France, chaque année, il y a 3000 morts sur la route, il y en a 20 000 en Europe, et on espère que les systèmes d'aide à la conduite vont limiter ça. Je reviens à la question initiale sur les drones, puisqu'après tout, les drones sont aussi l'avenir et tout ça. Oui, c'est lié, bien sûr. Sur la manière dont ils sont utilisés sur les théâtres d'opération, donc je parle des drones militaires, des drones de combat. Déjà, ils ne sont pas forcément utilisés justement pour le combat, ils sont utilisés aussi pour le renseignement, parce que tout le monde n'a pas forcément des capacités de renseignement satellitaire ultimes, donc ça sert aussi pour le renseignement. Et quand c'est pour le combat, c'est en complément d'avions pilotés, d'avions de chasse, soit pour faire du leurre. C'est-à-dire que si l'avion de chasse, il est humain, disons celui qui a le plus de capacité, il est au milieu d'un essaim de drones, eh bien ça peut leurrer les défenses antiaériennes ennemies, premièrement. Et deuxièmement, ça peut servir à percer les défenses aériennes ennemies avant que l'avion piloté humainement n'arrive. Donc il y a quand même, aujourd'hui en tout cas, une certaine complémentarité. Ce qui est remarquable avec les drones, c'est que c'est pas cher. C'est pas cher. Bah oui, c'est pas cher. En tout cas, c'est beaucoup bien cher qu'un avion de chasse traditionnel. Alors, je connais plus beaucoup les avions de chasse. Pour compléter ce que tu dis, MBDA a annoncé pendant le salon qu'il allait produire, 1000 missiles par mois, à moitié moins cher qu'actuellement. Donc, il y a une course. On remplit le panier de la ménagère, mais ça tue beaucoup de monde quand même. Donc... on peut se poser des questions d'éthique, mais là, il n'y en a pas beaucoup sur les marchands d'armes. Je crois qu'on a perdu d'avance. C'est surtout les clients des marchands d'armes qui doivent avoir après des règles d'engagement au combat. Mais un drone, ça coûte infiniment moins cher à construire, à exploiter qu'un avion. L'avion de combat le plus sophistiqué du monde qu'on n'a pas la chance d'observer au Bourget, que le F-22 américain, on dit que l'heure de vol d'exploitation, c'est $60 000. Bon, on comprend aussi pourquoi ils ne font pas le déplacement jusqu'au Bourget pour ça. Le drone, ça peut être aussi parfois l'outil du pauvre. Et pour donner un autre exemple qui n'est pas un drone, mais pour m'approcher du sujet MBDA dont parlait Gérard, les Houthis au Yémen, ils traficotent des vieux Scuds, des très vieux matériels pour envoyer des missiles aujourd'hui en Israël. C'est-à-dire qu'avec des technologies nouvelles mais très bon marché, on arrive à atteindre des hautes performances.
Oui, en fait, on joue aussi sur le nombre. On se dit, on envoie une centaine de missiles ou de drones, il y en a bien un qui va arriver au but. Alors, on sature, en fait, quelque part. Mais à propos de saturation, eh bien, encore une fois, ça passe par le brouillage. Et là, il y a eu des expériences récentes où les Russes ont visé avec un rayon laser un des satellites d'observation. Et le résultat des courses, c'est qu'il y a eu des milliers ou des millions de débris qui ont endommagé leur propre satellite. Donc c'est l'arroseur arrosé, ce qui n'est pas génial. On essaie de protéger l'espace à des fins non militaires, mais quoi, c'est comme l'Antarctique. Je pense que là aussi, il y a beaucoup d'efforts à faire. Sur le cas des drones, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que le ministre des Armées français, donc Sébastien Lecornu, a admis que la France était relativement en retard de 15-20 ans, mais lui espère que justement on va réussir à faire un saut technologique d'une génération d'ici 2029-2030. Ça vous paraît plausible, enfin, ça vous paraît c'est volontariste. logique, faisable? On va pas se mentir, c'est volontariste. Après, la prise de conscience, c'est la première étape du changement. Donc déjà, reconnaître un retard, c'est déjà, je pense, une très bonne chose pour ensuite se donner moyen de compenser. 2029-2030, je ne sais pas. Moi, j'avais en tête l'échéance donnée par toujours Dassault Aviation, le constructeur du Rafale, avec la 5e génération, c'est ça, Camille? Dassault Aviation doit sortir en 2032 la 5e génération du Rafale. Je parle sous le contrôle de Camille. Non, et cette 5e génération de Rafale, donc améliore le Rafale évidemment, mais en plus agrémente le Rafale d'un système de drones autour et le tout fonctionnant de manière coordonnée. Donc un industriel tel que Dassault Aviation projette sur 2032, donc c'est quelque chose qui est effectivement plausible aujourd'hui. Et j'en profite pour dire un petit mot toujours sur le drone, à quel point ça met un peu de l'asymétrie aussi dans les tactiques militaires. Un drone, c'est très peu cher à construire, c'est à la portée de beaucoup de monde, et ça pose question parfois sur les mesures de défense contre les avions ou contre les drones, les mesures de défense antiaériennes. C'est les missiles Patriot, enfin les missiles sol-air. C'est une technologie très complexe parce qu'il faut pouvoir suivre la trajectoire de l'avion, de l'aéronef ou du missile ou autre. Donc c'est des choses qui sont chères, les défenses anti-aériennes contre les avions ou contre les missiles. Le problème, c'est que si on cherche par ces défenses-là à neutraliser, enfin à détruire des drones, un drone, s'il coûte quelques milliers d'euros ou quelques dizaines de milliers d'euros, mais que la défense antiaérienne et le missile solaire, le missile Patriot, lui, il coûte des centaines de milliers d'euros à construire, en fait, on ne va pas s'en sortir. Et c'est ça qui pose question aujourd'hui aux armées de l'air. Alors, pour répondre à votre question aussi, ça ne peut marcher que s'il y a une cohésion avec l'Europe. Le franco-français, c'est fini. C'est ce qu'on fait déjà avec les Allemands depuis de nombreuses années, que les Anglais, qui font plus partie de l'Europe, mais quand même. Donc, on est quand même 400 millions de consommateurs. On a une puissance qui est gâchée par des concurrences internes. Et c'est peut-être un peu dommage. Et il n'y a pas que dans l'aérien, d'ailleurs. Dans le ferroviaire, c'est la même chose. Donc, oui, on est capable de concurrencer largement les États-Unis et la Chine, à condition qu'on s'entende. Et la start-up de la Réunion, Fly Air d'ailleurs, et c'est illustré au Bourget, avec notamment, on a l'image juste ici, merci à Cyril, qui est le R2-600. C'est un drone de 6 mètres et de 1,5 tonnes. Donc c'est vrai que dans l'imaginaire commun, les drones, on les imagine plutôt de petite taille, mais ça peut avoir cette envergure. C'est quoi, quand on a ce genre d'ustensile à disposition, les intérêts stratégiques d'utilisation, typiquement avec ce type de drone pour la Réunion? Je te laisse l'honneur de répondre. Un petit avion, quoi. On dirait presque un avion. Voilà. Oui, en fait, c'est un avion. C'est le chemin vers l'avion de combat autonome. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères a lancé un appel d'offres il y a l'année dernière pour dire est-ce qu'on peut imaginer un drone humanitaire. C'est pour ça que j'ai remporté l'appel d'offres, et notamment pour le professeur Mukwege qui répare les femmes. Parce qu'on doit envoyer des antiviraux, parce qu'il y a énormément de viols dans la région qui sont considérés comme des actes de guerre. Et on a dronisé des avions, pour le coup. D'accord. Parce que s'ils existent, et c'est vrai que c'est des vrais avions. Alors, et par économie, tout simplement. Et disponibilité des ressources, parce que un pilote humain
en fait, c'est une ressource rare. Parce qu'il faut beaucoup de temps pour sélectionner, pour le former. Et même quand il a fait sa formation initiale, il faut qu'il accumule les heures de vol et il acquiert l'expérience moins vite qu'une intelligence artificielle. Donc parfois, ce qui peut pêcher dans des combats de haute intensité et qui durent longtemps, c'est parfois moins la pénurie d'appareils que la pénurie d'humains capables de piloter ces appareils, puisque un pilote d'avion de chasse, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval non plus. Donc, si on automatise complètement ça, eh bien, ça devient moins une ressource critique et on arrive à davantage faire voler d'avions simultanément, tout simplement. Alors, on parle beaucoup de recherche et développement militaire. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on parle de recherche et développement civil. Parce que les industriels se sont engagés à dire en 2050, on sera en neutralité carbone. C'est fini, sur le sujet. C'est terminé, on n'y arrivera pas. Donc, et on n'y arrivera pas pour plusieurs raisons. Des raisons techniques, parce que c'est vrai qu'il faut imaginer des machines totalement nouvelles. Je suis très branché d'ailleurs sur la bio-inspiration, c'est-à-dire observer la nature et faire en sorte qu'on puisse gagner du temps. Avec des espèces qui disparaissent chaque année sans avoir livré leurs secrets. Je parle des chauves-souris en l'occurrence. Comme quelles espèces, ça sera le thème d'une autre émission. Comme les chauves-souris ? Oui. Si vous pouviez développer voilure variable, un radar hyper performant capable de détecter les insectes. Franchement, on en est loin, quoi. Et donc, on pourra, pour l'industrie aéronautique civile, chercher des solutions pour réparer les dégâts, parce qu'il y a l'aspect technique, mais il y a aussi l'aspect financier. Actuellement, il se vend 10 000, on a 10 000 moyens courriers entre Airbus et Boeing sur le carnet de commandes. Donc on ne voit pas pourquoi on dépenserait de l'argent en recherche et développement alors que ça rapporte un maximum d'argent. Donc il y a un problème à la fois financier, éthique également, et on dit oui, mais c'est pas nous, c'est les voisins, et puis les Américains ils vont continuer à polluer et nous on va dépenser de l'argent. Je suis pas tout à fait d'accord. Là c'est aux politiques de jouer en disant on va taxer beaucoup plus les avions les plus polluants jusqu'à ce qu'on obtienne une neutralité carbone. On a de l'hydrogène sous la main, on va dire le SAF, le Sustainable Aviation Fuel, le carburant de synthèse, on l'a sous la main et on nous dit « Ah ouais, mais c'est beaucoup trop cher. » Eh bien oui, c'est beaucoup trop cher, mais on n'a pas le choix. Arnaud, oui. C'est ce qu'il faudra dire aux consommateurs. Il faudra que les voyageurs payent pour ça. Est-ce que les voyageurs vont payer pour ça? Rien n'est moins sûr pour l'instant. Alors déjà, c'est quoi l'ambition de décarbonation du transport aérien? Alors déjà, c'est 0 émission nette en 2050. Donc le mot net, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas brut, ça veut dire net. C'est-à-dire que net, c'est que ce que le secteur du transport aérien émet soit compensé par des puits carbone aussi permis par le transport aérien. Voilà. Pour le dire autrement, c'est l'idée que pour parvenir au zéro émission nette en 2050, ce qui est hyper ambitieux, effectivement, on ne va pas se mentir, ce soit en partie une baisse des émissions carbone des vols, plus des actions d'investissement dans un puits carbone. Et investissement, ça veut dire euros, donc que le transport aérien finance aussi des dispositifs d'absorption du carbone de l'atmosphère. Et c'est qu'en ayant les deux qu'on pourrait y arriver. Et encore faut-il pouvoir trouver le financement. Sur la première partie de décarboner l'aviation, ça se passe comment? Alors déjà, chaque avion, chaque nouvelle génération d'avions, historiquement, est de moins en moins énergivore et donc de moins en moins émettrice de CO2. On dit qu'à chaque nouvelle génération, il y a 20% de consommation en moins. Ouais, alors, petite parenthèse, d'ailleurs, moi j'ai commencé ma carrière de pilote de ligne sur Caravelle. J'étais tout fier d'annoncer à mes passagers, regardez, on bouffe chaque passager, c'est 6 litres au 100 km. Très fier, en disant c'est la bagnole, quoi, en gros. Oui, et oui. Aujourd'hui, que j'ai terminé sur Airbus 330, je pouvais annoncer que c'était 2,5 litres. Donc on a fait des progrès indéniables. Les matériaux beaucoup plus légers, etc., etc. Et puis des moteurs extrêmement performants, notamment le Neo. Et donc on a fait des progrès, mais le problème, c'est que la demande a été beaucoup plus rapide que les progrès technologiques. Résultat des courses, eh bien, on consomme beaucoup plus qu'avant. Et on émet beaucoup plus qu'avant. Et je ne parle même pas du bruit.
qui perturbent la vie des riverains par millions à travers le monde. Donc l'avion du futur, parce qu'il s'agit de ça, à chaque fois au Bourget, on nous assène de très belles présentations dans le hall de l'innovation. Eh bien, on a fait des progrès qui sont limités parce qu'on va dépasser les 5 milliards de passagers. Il y a un avion toutes les secondes qui pose ou qui se décolle. La demande est très forte. Et pour y répondre, il faut recherche et développement. Mais recherche et développement, ça veut dire que la taxe qui est très décriée par les constructeurs aujourd'hui, elle soit au minimum affectée à la recherche et développement, quoi. Oui. Et sur ce sujet de taxes et de moyens d'y arriver, donc il y a une nouvelle génération d'avions. À chaque fois, on gagne à peu près 20%. Le problème, c'est que la demande, elle augmente plus vite. Et elle est particulièrement endémique dans les pays d'Asie, cette demande aujourd'hui. L'Afrique. Et l'Afrique, mais qui n'est pas encore dans les mêmes niveaux d'émission que la Chine ou l'Inde, par exemple. Et on y arrive donc avec les carburants. Enfin, on compte s'en approcher de cet objectif de zéro émission nette, parce que Gérard appelait les carburants durables d'aviation. Donc, c'est notamment des biocarburants qui, certes, émettent du carbone au moment où ils sont brûlés, mais ils en absorbent au moment où ils sont fabriqués, disons, parce que c'est des déchets agricoles, des déchets d'huile de cuisson, etc. On en a sous la main, disait Gérard, mais on n'en a pas assez sous la main par rapport à l'ensemble de la demande aujourd'hui. On ne volera pas avec de la friture. Non, ça suffira pas. Et en même temps, on ne peut pas faire des cultures, prendre sur les terres agraires, disons, enfin, sur les terres agricoles, uniquement pour alimenter le transport aérien. L'idée de l'agriculture, c'est d'abord alimenter les gens en nourriture. À plus moyen terme, il y a l'hydrogène. Le problème de l'hydrogène, c'est que, certes, quand on l'utilise en vol, ça ne met pas de CO2. Le problème, c'est comment on le fabrique de manière à la fois économique et écologique, avec notamment de l'électricité décarbonée. Là, il y a encore beaucoup d'enjeux et les filières ne sont pas encore tout à fait prêtes. Dernier point pour rebondir sur ce que disait Gérard. Si on veut que les constructeurs et les compagnies aériennes investissent dans leur décarbonation, fassent des efforts dessus, il faut casser de l'argent et ce n'est pas en les taxant qu'on aura de l'argent non plus. Est-ce que justement, le secteur pourrait être forcé d'aller un peu plus vite par une conscience globale, je pense, du consommateur plutôt, parce qu'on entend beaucoup ces discours, il faut moins prendre l'avion. Il y a des gens qui décident de ne plus prendre l'avion, de prendre l'avion X fois par an. On en est encore loin de la pression du consommateur sur le secteur. Mais en même temps, les compagnies à bas coût, Ryanair ou d'autres, offrent des voyages à Barcelone à 48,95 €. Et du coup, il y a de la demande. Alors, c'est une façon de voyager qui n'est pas vraiment un échange de culture, connaître les autres, etc. C'est aller picoler à Berlin ou à Barcelone et passer une bonne soirée avec les potes. Donc, il y a un peu, en effet, vous avez raison, de l'éthique à avoir. S'il devait y avoir une taxe sur les voyages, c'est peut-être cela, mais ça ne va pas être facile politiquement. Mais il n'y a pas d'effet de décroissance sur le trafic aérien. Le fait que les gens disent, bon, je ne prends plus l'avion, est-ce que vous avez l'impression qu'il y ait moins de trafic aérien C'est vrai qu'il y a de l'aérobashing chez les jeunes, de plus en plus, qui n'est peut-être pas une mauvaise chose, c'est une prise de conscience. Ça peut peut-être faire accélérer les constructeurs et les compagnies aériennes qui choisiront l'avion le moins polluant, si j'ose dire. Et oui, en prise de conscience, en tous les cas, c'est plutôt pas mal. Mais on part de très loin, enfin... c'est-à-dire que ce qu'on appelle le Flixcam en suédois, n'est-ce pas, là, on a honte de prendre l'avion. Non, Camille, elle ne se voit pas dans les chiffres aujourd'hui de l'Association mondiale du transport aérien. Quand moi, je travaille dans un cabinet avec des collègues d'envergure internationale. Quand je parle à mes collègues américains, quand je parle à mes collègues chinois, quand je parle à mes collègues indiens, il y a une sensibilité assez modérée à la chose. Donc, pour une consommation responsable de transport aérien, je pense qu'il y a encore pas mal de progrès à faire. Et même en France ou en Europe, quand on demande aux compagnies, les compagnies aériennes, quand elles vendent un billet, je pense à un Air France KLM par exemple, eh bien, le consommateur peut choisir de cocher une case pour payer plus cher, et ce qui permet qu'une part plus importante du
de l'approvisionnement en kérosène soit fait avec du carburant durable d'aviation. Et on enrichit encore plus Total. Là, j'ai pas très bien compris la logique, mais enfin, c'est comme ça. Si on permet à Total Energy d'investir dans du carburant durable d'aviation, pourquoi pas, après tout, ou dans les éoliennes ou la production électrique, pourquoi pas. En tout cas, le nombre de consommateurs qui cochent cette case, je veux payer quelques dizaines ou une centaine d'euros plus cher pour avoir une proportion plus importante de carburant durable d'aviation. Bon, la statistique n'est pas publique, mais il paraît qu'il n'y a pas un nombre énorme de consommateurs français pour l'instant qui cochent cette case et qui dépensent en plus pour ça. Ouais, une petite question sur les transports de manière générale. Sacha94 qui nous dit boycotter l'avion, c'est pas si évident vu les prix du train. Il y avait une taxe, il me semble, la taxe Chirac sur les billets d'avion. Elle finançait directement les trains. Je ne sais pas si vos invités en savent plus. Oui, c'est la TSBA. C'est une taxe inventée par Chirac, mais qui a eu pas mal de succès, qui a été pas mal augmentée depuis lors et encore l'année dernière. Donc c'est la taxe de solidarité sur les billets d'avion, qui quand elle a été mise en place sous Chirac à l'époque, il me semble que c'était pas pour financer le rail, c'était pour la lutte contre le sida en Afrique en particulier. Quand il a été décidé par le gouvernement actuel ou Barnier ou je ne sais plus lequel l'année dernière de tripler le montant de cette taxe en France. Alors, c'est pas du tout pour le sida en Afrique, c'est pas du tout non plus pour décarboner le secteur aérien, c'est pas non plus du tout pour financer le rail et l'infrastructure ferroviaire en France qui pourtant en aurait bien besoin. Non, c'est juste pour renflouer les caisses du budget général de l'État. Donc le mot solidarité, on taxe sur les billets d'avion, c'est très clair. Solidarité, on voit plus trop ce que ça dit, mais c'est quoi le résultat? C'est soit les compagnies aériennes concernées par ça, donc françaises en particulier, elles rognent sur leur marge. Bon, c'est pas comme ça qu'elles vont plus investir dans la décarbonation. Soit elles répercutent complètement sur le prix du billet, et il se passe quoi? Les consommateurs qui sont attentifs au prix, ils vont prendre d'autres compagnies que les compagnies concernées par ça, que les compagnies françaises pour voyager. Mais c'est une grande spécialité française. Il y a très longtemps, on a fait la vignette pour les voitures. C'était pour les vieux. Oui. Donc les vieux, ils attendent toujours, quoi. Moi, j'avais une question parce que le salon du Bourget, c'est aviation et également spatial. On n'en a pas trop parlé, mais l'opérateur satellitaire français Eutelsat, il a signé un accord historique sur 10 ans avec l'armée française pour 1 milliard d'euros. Pourquoi, selon vous, la France souhaite renforcer son approche en matière de communication militaire spatiale? D'abord, il y a le renseignement militaire. Et il se fait quand même avec les satellites aujourd'hui. Entre autres, c'est un complément, mais enfin, c'est extrêmement important. Et de tout temps, hein. Napoléon, il a perdu à la Bérésina parce qu'il n'y avait pas les renseignements. Hein. Donc aujourd'hui, c'est capital. D'ailleurs, on vise en premier les satellites d'observation, déglingués par missile ou par rayon laser. C'est la première chose. Donc il faut se défendre et c'est un des thèmes, et vous avez raison, un des thèmes du Salon du Bourget aujourd'hui, c'est l'espace, la très haute altitude qui n'est pas réglementée. Avec les ballons chinois aussi, on se rappelle. Absolument. Et donc tout le monde est dessus. La deuxième partie du salon aujourd'hui, ce sont les drones et le développement considérable de cette partie de l'aviation, hein, et puis évidemment l'intelligence artificielle et la cyber. Cyber parce qu'on brouille et parce qu'on risque de gagner des guerres. On l'a vu en Ukraine, hein, avec Elon Musk qui avait coupé les tuyaux, qui les a remis depuis. Donc on a des enjeux. Et les enjeux, ces 4 enjeux majeurs sont extrêmement présents au Salon du Bourget aujourd'hui. Et haute altitude, juste pour rappeler, c'est 20 à 100 km au-dessus de la Terre. Est-ce que la France, justement, elle a des capacités dans cette zone grise, justement, pour agir, que ce soit en termes d'entreprise ou de oui, elle a des atouts, mais elle a encore très peu investi dessus. Comme vous le disiez à l'instant, Camille, ce sujet de la très haute altitude, alors pourquoi on dit que ça démarre à 20 km? Il n'y a pas une frontière physique particulière à 20 km, mais il me semble que c'est la limite réglementaire d'un espace aérien national. C'est-à-dire que quand on dit un avion rentre dans l'espace aérien d'un pays, c'est s'il est dans les 20 km d'altitude. Quand c'est au-delà, c'est considéré jusqu'à présent comme de l'espace et ça appartient à tout le monde. Oui, enfin sur les cartes aériennes, il y a marqué du sol à illimité. Oui, alors, mais bon, illimité, sauf que illimité, bon. Illimité jusqu'à 20 km. Voilà, il y a quand même cette acceptation du 20 km. Et ce que vous disiez, Camille, c'est que l'affaire, l'année dernière, des ballons d'observation 2023. chinois...
Oui. 2 ans, comme le temps passe vite. Des ballons d'observation, a priori, chinois, qui passaient au-dessus des États-Unis et qui ont été abattus par les Américains, a fait prendre conscience de l'enjeu militaire, stratégique de cette très haute altitude qui n'était pas beaucoup adressée jusqu'à présent et qui devient un enjeu aujourd'hui. Alors, il y a la militarisation de l'espace, et ça, c'est un enjeu incroyable. Tous les présidents des États-Unis le souhaitaient le faire à un moment, les Russes de leur côté également. C'est extrêmement dangereux parce que vous avez une attaque qui peut venir de l'espace et qui est très difficile à contrer. Donc aujourd'hui, on a des missiles intercontinentaux, donc on arrive à calculer à peu près, à se protéger. Ça marche pas toujours, on le voit bien en Israël en ce moment avec les Iraniens. Mais depuis l'espace, ça devient dangereux. Ça rappelle, comme je disais tout à l'heure, l'Antarctique qui était censé être protégé et qui l'est plus du tout. Et puis l'espace, c'est la même chose. Il y a une charte qui a été signée par tous les pays sur la non-prolifération des armes dans l'espace. Mais ça n'a jamais été vraiment appliqué. Il y a un enjeu sur les satellites, je voudrais insister dessus, c'est la souveraineté. Jusqu'à récemment, les Français et les Européens avaient une forme de leadership ou de co-leadership sur l'espace, sur les lanceurs, avec Ariane notamment et le spatioport de Kourou. Sur les satellites aussi, avec des grands leaders industriels qui sont Thales Alenia ou qui sont Airbus, ce qui était Astrium avant. Le problème, c'est que tant du côté des lanceurs que des satellites, il y a des grandes difficultés économiques aujourd'hui pour les industriels européens qui sont confrontés à la mode, à la tendance lourde de ce qu'on appelle les micro-constellations. Les micro-constellations, c'est des choses qui sont lancées plutôt par le big tech américain, les Amazon, les entreprises de Musk aussi, et puis par les lanceurs réutilisables. Pourquoi ces acteurs-là, américains, big tech, ils prospèrent? Alors, ils ne sont pas meilleurs que les Européens, mais juste, ils sont très lourdement financés par les États-Unis au titre de leurs dépenses militaires. Et le fait qu'ils soient en sécurité grâce à ça, avec ce matelas d'activité, c'est ça qui leur permet d'être aussi hyper compétitifs sur le civil. Et du coup, les acteurs européens qui, eux, ne comptent que ou presque que sur la commande civile, parce que la commande militaire européenne elle est très faible, la concurrence dans le domaine civil elle devient difficile. Il y a un biais à la concurrence à cause des commandes militaires américaines. Je rappelle, on en parlait dans les coulisses, Camille, que les dépenses pour les équipements de défense en Europe, ils sont 4 à 5 fois moins élevés que les dépenses américaines. Et par ailleurs, dans ces dépenses européennes, qui sont bien plus faibles, c'est pour commander à 60% des équipements américains. Donc ce qui reste à la fin pour des industriels européens provenant de la commande militaire européenne, c'est pas grand-chose. Sur les satellites, justement, il y a par exemple, on parlait justement de la souveraineté, la volonté de l'Europe d'améliorer sa souveraineté, avec par exemple un projet qui s'appelle Iris-2, arrêtez si je me trompe, une nouvelle constellation de satellites qui est européenne pour limiter notamment la dépendance à Starlink, qui est donc satellite de télécom d'Elon Musk. On peut vraiment aujourd'hui se dire, alors le projet Iris-2 a une finalisation qui est prévue en 2030. On peut se dire que d'ici là, on aura les moyens d'aller concurrencer Starlink, qui est déjà relativement bien installé. Ah oui, c'est pas évident. Là, on est dans une guerre commerciale. Il a trouvé le business model. Elon Musk, il est fou, mais pour ça, au moins, il a vu loin et vite. On aura beaucoup de mal. Et puis, réglementer l'accès à l'espace, ça n'a pas encore gagné. Il y a des oppositions de partout. C'est général. Quand on a voulu imposer pollueur-payeur pour les avions qui viennent, les Russes, les Chinois, ils se sont tous braqués là-dessus. Les avions qui arrivent à Paris, c'était impensable. On dire, on va plus se poser à Paris, on va se poser à Bruxelles ou ailleurs. Ça n'a pas tenu longtemps. Et pourtant, il faut respecter une concurrence extrêmement sévère. La taxe en question dont on parlait là, elle va plomber Air France beaucoup plus qu'une autre compagnie parce que tous les vols arrivent et partent de France. Donc voilà, concurrence déloyale, il faut faire attention à ça. Pour mettre un petit peu d'optimisme là-dedans, moi je pense tout à fait que l'Europe
peut rattraper son retard dessus si juste elle s'en donne les moyens. Et c'est vrai que sur le domaine spatial, comme sur le domaine militaire, évidemment, la commande publique, elle est tout à fait essentielle. Après, il faut que les Européens, les citoyens et les contribuables, ils acceptent de payer davantage pour ça et peut-être de produire davantage de richesses dans leur pays s'ils veulent avoir les moyens de ces investissements. Que Iris 2 versus Starlink, que ce soit compétitif, pas compétitif, les parts de marché, pour moi, indépendamment de ça, les Européens, s'ils veulent être souverains sur la technologie, c'est-à-dire ne pas dépendre de Musk qui allume ou éteint le bouton des communications Starlink, qui peut être utilisé par l'armée ukrainienne, par exemple, de toute façon, il faut qu'ils aient leur propre technologie, qui ne dépendent pas d'un seul acteur. Ou bien qu'ils demandent aux Russes ou aux Chinois de leur offrir une technologie alternative. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit le principe en ce moment. Alors, pour être optimiste, on va partir en vacances, là. Il y en a qui nous écoutent, qui vont partir en vacances. D'abord, partez tranquille, parce que bon, l'avion, c'est vrai, quand il y a eu un crash, on en a beaucoup parlé, mais c'est peanuts par rapport aux mobylettes. Et puis deuxièmement, réfléchissez à qui vous allez acheter des billets. Des avions récents, qui consomment quand même moins, c'est un premier geste. Et puis qui peut forcer les compagnies à s'équiper, comme le font la plupart aujourd'hui, d'avions un peu plus vertueux. Mais maintenant, il faut que les compagnies elles mettent la pression sur les constructeurs en disant ton 320, il a été conçu il y a 40 ans. Aujourd'hui, il faut un avion totalement innovant. Et il n'existe pas encore, sinon sur le papier. La durée d'un avion, c'est quoi? C'est 20, 30 ans une fois que c'est... Alors, il y a Aurore Aéro, c'est bien ça, Aurore Aéro au Bourget, qui a conçu un avion électrique d'une vingtaine de places, qui a un réel progrès. Donc, il faut continuer dans cette voie. Un avion, ça peut durer 20 à 30 ans. Après, ça peut durer très longtemps si on le maintient plus longtemps. Mais plus un appareil est vieux, plus il va coûter cher en maintenance. Donc, c'est pas seulement une question technique, c'est une question économique aussi. Jusqu'à quand je paye pour l'entretien et la maintenance, sachant que ça progresse. Et à partir de quel moment ça devient économiquement mieux de le remplacer. Sur les conseils aux gens qui partent en vacances, pour compléter ce que dit Gérard, c'est aussi aux consommateurs. Enfin, moi, je pense que les responsabilités finales, à la fin, elles sont toujours au consommateur qui doit être responsable lui-même. S'il prend l'avion, le carburant durable d'aviation, alors c'est pas la solution ultime à la décarbonation, mais c'est toujours ça de prix, mais ça coûte en cher sur le billet. Et puis sinon, on peut aussi partir en vacances en train. Voilà. Ah oui, vive le train aussi. Oui, non, mais c'est vrai. En fait, la dernière rupture technologique, on a besoin d'une rupture technologique. Si on emmène de l'hydrogène, il faut des ailes qui soient extrêmement épaisses et il faut des bouteilles thermos performantes pour pas que ça s'évapore, moins 270 degrés. C'était le Concorde. Il n'existe pas. La dernière rupture, vraiment, c'est le Concorde. Il y a 60 ans. On n'a jamais fait d'avion, il y a toujours des ailes, il y a toujours les moteurs plus performants, certes, mais pas de rupture technologique. Et il la faut. Sauf que le Concorde était assez consommateur de kérosène, c'est ça aussi qui l'a perdu, mais c'était le premier avion de série, disons, à commande 100% électrique, me semble-t-il, ce qui était une des grosses innovations. Du Concorde, oui. Ah oui, non, mais il n'y aurait pas eu d'Airbus, il n'y avait pas eu Concorde, ça, j'en suis certain. Mais ça a été un laboratoire volant, mais si c'est pour faire des économies sur des gens qui ont les moyens de se payer Concorde, c'est encore autre chose. Et cette année, il y a eu des véritables ruptures technologiques, justement, que vous avez pu voir au Bourget. Vous étiez, Gérard les ruptures technologiques, c'est des avions hybrides. Qui petit à petit, alors il y a des maquettes volantes entre Daher, Safran, etc. Mais on investit trop peu. Il faut des financements européens beaucoup plus importants. Et on ne peut pas compter que sur la France et les sociétés françaises pour le faire. Mais il y a une capacité, une intelligence remarquable. On pourrait aller beaucoup plus vite. Si on voulait vraiment, je crois qu'Airbus a laissé tomber la filière hydrogène en disant c'est pas rentable, etc. Il faudra du temps. Airbus n'était pas trop soutenu non plus par l'ensemble de l'écosystème. Oui, c'est vrai. Et donc, s'il y a une volonté européenne, il y en a déjà une, mais pas suffisante. Il ne peut pas y avoir d'avion hydrogène s'il n'y a pas d'hydrogène vert, en fait. L'avion hydrogène, il faut mettre de l'hydrogène dedans. En fait, c'est mieux. Et voilà, c'est mieux. Et l'hydrogène, si on peut le produire de manière écolo, c'est-à-dire sans que ça émette du CO2, c'est mieux. Donc avec de l'électrolyse. Enfin, bref. Donc s'il n'y a pas de filière à hydrogène qui se construit et si les pouvoirs publics ne stimulent pas la mise en place de filières hydrogène, on ne pourra pas remplir les réservoirs des avions hydrogène. Donc la voiture a pris de l'avance sur la technologie.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler aéronautique ce soir et merci pour vos conseils pour les vacances. Partir en vacances en train, pourquoi pas. On nous propose en vélo dans le chat aussi. Alors, on est conscient que en termes de distance, on ne peut pas aller aussi loin. Et il y a de la place pour les vélos à bord des TGV maintenant. On ne va pas ouvrir le débat. N'ouvrons pas le débat parce que je connais quelques cyclistes qui penseraient autrement. Mais bref, Sacha 94 qui nous rappelle qu'il faut arrêter de penser qu'on est obligé d'aller à l'autre bout du monde pour voyager alors qu'on a des super paysages et des trucs à faire en France. D'ailleurs, si vous embêtez demain, il y a le Salon du Bourget qui est ouvert au public. Merci accessible beaucoup. Accessible en RERB. Voilà, en transport en commun, bien évidemment, avec tout ce qu'on a dit ce soir. Merci beaucoup Gérard Felzer, président d'Aviation Sans Frontières, d'être venu nous éclairer sur ce salon et sur les avancées du domaine. Venez nous voir. Voilà, c'est une invitation, vous êtes tous invités. Merci beaucoup Arnaud Aimé, spécialiste des transports et aéronautique au cabinet SIA Partners. Et merci Camille, donc programmateur, Camille Rio, programmateur du Talk et pilote du LM. J'avais promis que je le dirais. Il nous avait pas dit ça. Il avait dit ça à personne. Camille, il y a un ULM à vendre. Hein. Ah oui. Il est au Bourget, justement. Voilà, Camille sait ce qu'il va faire de sa journée demain. En tout cas, pour ce soir, c'est la fin du talk de France Info. Merci beaucoup de l'avoir suivi pendant 2 heures avec nous, d'avoir posé toutes vos questions et d'avoir débattu dans le chat par moment. Je m'en vais faire mes remerciements habituels, mais ils sont importants. Merci encore Camille pour de nous faire tous ces plateaux, de nous concocter tous ces plateaux pour répondre aux questions de nos viewers. Merci beaucoup Cyril à la réalisation ce soir comme très souvent. On remercie Stéphanie, bien sûr notre graphiste qui est toujours là pour nous faire nos visuels et même à la dernière minute quand je fais des fautes dans les noms de nos invités. Et merci Jérémy qui est notre modérateur sur Twitch et donc qui veille à ce que tout se passe dans la plus grande bienveillance. Le talk est disponible en replay dans quelques minutes sur la chaîne Twitch, bien sûr. Il sera également dans le courant de la soirée sur YouTube. Et vous pouvez aussi l'écouter en version podcast. Ça, ce sera aussi également disponible dans quelques minutes. Merci le talk, merci Sarah, merci à vous. À quand en binôme avec Ludo ? Alors, techniquement, c'est un petit peu compliqué de faire ça, mais en tout cas, j'ai le plaisir de vous annoncer que Ludo revient dès la semaine prochaine. Il revient de ses vacances et je lui rends son fauteuil. Vous le retrouverez donc dès mercredi à 17h aux manettes du Talk. Et si je dis pas de bêtises, nous on se revoit pas avant la saison prochaine. Donc je vous souhaite une très belle fin de saison, un très bel été si on se revoit pas d'ici là. Merci encore d'être toujours si nombreux à suivre le Talk et surtout à participer, à nous poser vos questions. C'est pour vous qu'on est là. En attendant, je vous souhaite donc un bel été, une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.